Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger. Les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les artistes dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne. Je suis un peu leur associé externalisé. Ce podcast est produit par le Studio 29. Si tu veux encore plus d'invités complètement dingues, ce qui va nous faire des épisodes encore plus fous les uns que les autres, abonne-toi, commente et like. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Edouard. Salut. Eh ben écoute, je suis très content de t'avoir. C'est la phrase que je dis à chaque fois que j'ai pas envie de dire au début du podcast, mais voilà, ça y est, je pense que ça va rester, ça restera. Moi, j'ai la chance de te connaître. Ça fait un petit moment que justement je te suis, je te découvre au fur et à mesure. J'ai la chance de voir l'évolution qui se passe. Il se passe beaucoup de choses autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais aussi beaucoup de gens qui vont, je pense, te découvrir. Et comme on présente pas nos invités sur le podcast, on commence directement avec une question qui est la question pas évidente, mais hyper intéressante. Quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ta vie pro ou dans ta vie perso? Alors ça fait 5 minutes que je réfléchis. Parce qu'on l'a dit aux gens, pour vous donner un peu l'envers du décor, on donne à nos invités, on va dire, on te pose cette question, juste prépare-toi peut-être, et tu m'as dit, allez, balance-la moi et on verra ce que ça donne. Mais le truc c'est que j'ai l'impression que je regrette rien parce que au début de ma carrière entre guillemets où je voulais réussir, faire plein de castings et tout, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, évidemment, ça m'a, je pense, fermé quelques portes parce que vraiment, j'arrivais avec des photos pas professionnelles. Je faisais des castings où j'arrivais, je connaissais pas, donc je travaillais moins que j'aurais dû travailler. Je faisais des vidéos pas très bien, mais je me dis, allez, faut poster des vidéos. Et en fait, ça m'a peut-être fermé des portes parce qu'on s'est dit, bon, bah lui, c'est pas fou ce qu'il fait, ou alors c'est pas un bon comédien. Et en fait, toutes ces erreurs, moi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Donc en fait, je regrette pas du tout. En fait, je crois que j'ai l'impression qu'il y a pas d'anomalie que je regrette. Est-ce que l'anomalie, si j'interprète, ce serait le fait, une sorte de nonchalance Ouais, mais même pas, c'est parce que je savais pas comment ça marchait ce milieu et tout, et le travail, et comment on réussit dans ce métier, comment on fait pour vivre, et du coup j'ai tenté plein de choses, et j'ai essayé des choses, quoi. Si on va dans le vif du sujet, si je te montre ça... à ce moment-là... Je suis pas grave mignon, en vrai. En tout cas, pas de barbe. Ah, pour le moment, on va y revenir après sur la barbe. Ce petit garçon, à ce moment-là, il a quel âge, tu sais? Je sais pas, j'ai 2 ans et demi, 3 ans là, je pense. Hein. Ok. C'est comme ça, 2 ans et demi, 3 ans, ouais. Tu vis où à ce moment-là En Normandie. En Normandie. À Montville. Très fier de dire le nom de ce village de 5000 habitants, Montville. Pourquoi cette fierté? Parce que je suis très content de là où je viens, et surtout c'est des gens dans mon village qui me suivent, qui me soutiennent depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire que dès que j'ai quitté un peu, j'étais dans le club de basket de la ville, donc je connaissais tout le monde. Ma mère, elle est commerçante dans la ville, un salon de coiffure, atelier Myriam D, n'hésitez pas à y aller. Et donc en fait, au bout d'un moment, quand je pars, je deviens comédien, c'est un métier que personne fait. Personne quitte la Normandie d'un petit village pour dire je vais devenir comédien à Paris, donc tout le monde est un peu bon, ok. Et en fait, tout le monde m'a soutenu. Je sais pas, je postais des vidéos même nulles. Les gens disaient ah, trop bien, vas-y, continue. Quand j'ai fait un spectacle là-bas, la salle était pleine en 2 secondes. Il y avait 400 plaques qui se sont vendues. Donc en fait, je suis toujours très fier d'y retourner. C'est mon havre un peu de paix. Quand je reviens, je suis bien. Je suis détendu, je suis bien et tout. Donc je suis trop content d'aller là-bas. Le fait de venir de Normandie, d'être ce garçon qui veut devenir acteur, parce qu'en fait, aujourd'hui, là, on dit acteur, mais là, actuellement, au moment où on fait ça, on te connaît beaucoup, en tout cas autour de tout ce qui est de l'humour, du stand-up. Ouais, bien sûr, mais parce que je crois que je voulais devenir aussi humoriste, mais je me le disais pas trop, je pense. À ce moment-là, quand tu étais petit, tu savais, ça arrivait tôt que tu veuilles devenir acteur, Alors, ou avant, tu as voulu faire pompier, vétérinaire? Non, en fait, je savais pas trop, mais je savais que je voulais pas. Alors, c'est marrant parce que j'adore la Normandie, mais je savais que je voulais pas avoir la vie de mes parents ou la vie de mes potes. Enfin, je sais que je voulais partir. J'avais un truc depuis tout petit, même l'adolescence. Je me disais, mais moi, je vais partir. Je sais pas où. Et c'est pour ça que très vite, après, j'ai bossé au Club Med, j'ai voyagé, j'étais animateur au Club Med. Après, je sais pas, j'avais envie. Je sentais que ma vie, elle était ailleurs. Directement, dès que j'avais 14-13 ans, je savais que ça allait partir. Et en fait, après, au bout d'un moment, j'ai vu plein d'humoristes à la télé. J'ai vu que Dubos qui venait d'à côté de la ville d'à côté. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible. En fait, c'est des gens. J'avais été le voir au Zénith et je me dis, mais en fait, le gars, moi, j'avais 15 ans, je le vois au Zénith et je dis, mais en fait, il raconte ma vie parce qu'il vient de Normandie et tout. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible. Et donc, dans ma tête, ça a commencé un petit peu à germer. Mais c'était le début. Quand t'es plus petit, tu veux faire quoi? Parce que là, vers 14-15 ans, tu veux faire de l'acting, on va dire. On va utiliser des termes américains, en tout cas anglophones, l'histoire de faire, mais en tout cas, devenir acteur. Avant ça,
l'idée, c'est quoi quand t'es plus jeune, tu t'en rappelles? Parce qu'il y a des gens qui s'en rappellent très bien. Alors, je pense que je voulais être prof ou instit, comme ça. Ok. Je sais pas, j'aimais bien. Les vacances? Non, je taquine les profs. Non, mais en vrai, peut-être. Hein. non, mais en vrai, un petit peu. Non, je sais pas, j'aimais bien transmettre. Après, j'étais entraîneur de basket aussi dans mon club de basket, donc j'adorais transmettre aux gamins, j'adorais gérer les groupes d'enfance, parce qu'après, quand je suis parti au club, j'étais animateur. Après, j'ai fait une fac de sport pour être prof EPS. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas mon truc. Parce qu'en fait, là, on te voit assis, on te voit sur ton Instagram. Quand on va sur Insta, on voit effectivement que t'es grand. Alors, allons sur le truc. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie d'aller. Sur le fait que déjà, t'es quand même sportif avant d'être limite acteur, ou en tout cas de vouloir rentrer dans ce monde-là. Donc ça serait la première phase. C'est comment tu switches de acteur à de sportif, potentiellement en plus devenir prof de sport, à faire ce que tu fais aujourd'hui, et le fait d'être grand. Est-ce que c'est aussi une chose qui mon fils est très grand pour son âge, donc forcément il fait une tête de plus que tout le monde alors que c'est le plus petit de sa classe. Il y a toujours ce truc de il est grand, en fait, il est grand. Est-ce que tu as eu cette fameuse phrase aussi de il est grand toute ta vie? Ma vie, moi c'est-à-dire qu'à la maternelle, je me rappelle, j'étais le plus grand. Maternelle, dernière section, maternelle plus grand. Primaire, j'étais le plus grand de toute l'école. Collège, tout le monde m'a un peu rattrapé. C'est-à-dire que j'étais encore plus grand, mais tout le monde me rattrapait un peu. Alors au lycée, par contre, j'ai pris 10 cm par an. Vraiment, tu prends de seconde à terminale, j'ai pris vraiment 10 cm par an, quoi. J'ai explosé les compteurs, quoi. Donc là, je suis quasiment à 97, je crois. Donc, ouais. Pas mal. Au lycée, j'ai tout défoncé, là. C'était. le fait d'être grand, c'est un atout tout de suite, ou c'est aussi une difficulté? Moi, alors, plusieurs choses. Moi, j'ai toujours pris ça comme un atout. Enfin, j'ai jamais trouvé ça difficile. En plus, je n'étais que des basketteurs tout le temps, donc en fait, je me trouvais de taille normale. Après, c'est quand j'ai commencé à aller faire du théâtre ou machin, je me disais, ah ouais, mais en fait, je fais 12 têtes de plus que tout le monde. Et non, dans le milieu du cinéma, par contre, j'ai eu plein de castings où j'ai pas été pris parce que j'étais trop grand. Ah ouais. Genre mon premier choc, mais ça c'était fou, ça, j'ai eu du mal à m'en remettre. Premier choc, j'arrive, je fais un casting, genre je venais d'arriver à Paris, je fais un casting pour une série TF1 et je suis pris. Je suis comme un ouf. Je dis toute la Normandie le sait. Je dis à toute ma ville, les gars, TF1, dans 6 mois, je sais plus c'était quoi, un truc, une série. Je dis, c'est un petit rôle, c'est juste, il y a une série, puis il y a un flashback dans les années 80, et en fait, là, moi, j'arrive tenu de militaire, avec une fille, on s'embrasse et tout, et fin de la scène. Mais pour moi, c'est déjà fou. Et j'arrive sur le tournage, je suis en costume militaire, je suis là, le mec qui m'a pris au casting, et j'arrive, et la fille, en fait, elle m'arrive là. Et le cadreur, il arrive, et il va voir le réal, il dit mais c'est pas possible en fait. Il dit je peux même pas les avoir tous les deux, et quand ils s'embrassent, voilà. Et du coup ils m'ont dégagé, genre ils m'ont dit bon non en fait tu vas pas tourner, tu seras payé hein. Je dis mais je m'en fous, moi je veux tourner. Ils m'ont dit non, mais du coup ils ont pris un assistant maquilleur pour prendre mon rôle. Je suis resté pendant 3 jours en PLS en me disant mais c'est horrible ce qu'ils m'ont fait. Ouais, c'était horrible. Et toute la Normandie après, alors c'est quand va dire à tout le monde que bon, en fait, trop grand. Voilà, trop grand. Et non, ça m'arrive assez souvent, ouais, des castings où en fait la comédienne elle fait 1m60, donc en fait. Chez les femmes, le fait d'être trop grande pour certaines femmes, quand elles sont à l'âge de collège, j'ai beaucoup des amis qui sont grandes, ça leur a rendu une vie complètement dingue parce qu'ils disaient putain en fait je suis plus grand que les mecs, je suis plus grand, bien sûr, j'imagine, ouais. Pour un mec on est peut-être moins le cas où il y a non, moi j'étais un peu complexé parce que j'étais très maigre aussi un petit peu. Tu sais, j'étais le gamin. Alors que là, t'es balèze de ouf. Non. Tu sais, j'étais le gamin à la piscine, tu sais, quand j'inspirais, on voyait sous mes côtes. Tu sais, j'étais vraiment très très maigre. Ouais. Mais après, je sais pas, je faisais des vannes, du coup, je faisais la danse du ventre, je faisais n'importe quoi, parce que comme ça dans ma tête, je savais tourner le regard. Donc c'est comme ça que je trouvais un peu des blagues et on se disait, bon, il est marrant, parce que je faisais ficello, quoi. Je faisais un peu tu sais, les mecs dans les stations-service, là, les grands trucs tout mous, là. Et du coup, j'essayais de trouver un peu des blagues pour qu'on regarde pas mes côtes et mon corps et tout, mais. On le regardait encore plus du coup, mais c'était des systèmes de défense et non après je me suis toujours senti bien, ça allait, pas de j'étais sportif et tout et que je sais pas, je m'en sortais toujours. Alors forcément là on pourrait dire grand le basket normal, mais est-ce que c'est le basket parce qu'on t'y a amené, on t'a dit tu devrais faire du basket, t'es vachement grand? Moi je suis un fan de foot hein, mais mes parents ils m'ont dit tu vas être malade et tout. Et moi le club de mon village, je crois qu'il est pas ouf. Désolé hein, les gars, mais il est pas dingue. Et le club et en fait je sais pas, un jour pourtant j'ai jamais tilté, mais je faisais plein de sports tout le temps, je fais plein d'activités sportives, j'étais un peu doué dans tout. Tu sais, je suis genre de gamin, tu donnes une raquette, ça va, il s'en sort, un ballon, tout.
Et puis basket, je sais pas, il y avait mon voisin un jour, il avait un panier, il en faisait, j'ai joué, j'ai mis, j'ai dit oh, j'ai envie de faire du basket. Voilà. Et c'est parti pour une longue histoire de 15 ans avec le basket. Et donc, tu as joué à quel niveau au basket? En gros, je suis resté toujours dans mon club. Donc, on a joué juste avant la Nationale 3. Donc, c'est ce qui est pas mal, tu vois. Et après, non, surtout, moi, j'ai joué avec la fac de Rouen, avec l'université. On a fait championnat de France, on a gagné championnat d'Europe. On a fait. Moi, j'étais le 10e même. Hein. J'étais à Adil Rami, j'étais bien, mais aventure de fou. On est parti en Hongrie, on est parti en Croatie. On a joué contre des mecs de fou dans des salles de fou et tout. C'était dingue. Et on a beaucoup fait la fête aussi. Tu te voyais devenir basketteur pro? Mais non, parce que déjà à 18-19 ans, je découvre l'alcool, les boîtes de nuit, donc il y a un truc qui freine un peu la carrière d'un. Non, moi je faisais beaucoup la fête, hein, donc voilà. Et puis non, j'adorais ça, j'aurais bien voulu, et je sais que j'aurais pu jouer si j'avais bossé un peu, j'aurais pu jouer en N2, en N3, donc 3e, 4e division française, mais tu vis pas avec le basket, à ce niveau-là. Et c'est encore un des sports dans lequel on peut, avec le rugby. Allez, il y a le foot, il y a le rugby, il y a le basket, où on peut commencer un peu à avoir une vie en tant que pro, où on peut commencer à se dégager un mini... Ouais, mais tu gagnes pas beaucoup. Enfin, non, c'est le 3e sport. Ouais, t'es obligé d'avoir, quasiment. Et du coup... Ouais, tu te voyais pas avoir une vie de sportif professionnel. Pas du tout. Et puis, alors aujourd'hui, c'est marrant, maintenant avec la maturité, peut-être, là, j'aurais été plus sérieux et tout. Maintenant, je le suis. Je bois plus d'alcool, je sors pas, je suis à fond dans mon taf et tout. Mais à 20 ans, j'étais débile. La veille des matchs, j'allais en boîte. Ok. Ouais, rien à faire des conséquences à proprement parler. Et puis j'étais jeune, alors en fait, je me réveillais et puis let's go. Genre, je faisais même 2 matchs le week-end. Des fois, je jouais. C'est-à-dire que je sortais en boîte, je me couchais à 6h, j'avais match à 10h le matin avec l'équipe 2. Puis après, je partais à 14h à l'équipe première. Ok. Et j'étais un grand malade. Aujourd'hui, je fais ça, je me pète 2 jambes. Mais à l'époque, oui, ça passe. T'as 20 piges, tu fais allez, c'est parti, t'es complètement bourré, tu repars. Mais c'était drôle. En vrai, c'était le basket a une place importante pour toi ou c'est une étape un peu Ah, moi, par contre, dans ma construction, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça m'a appris plein de trucs. Ça m'a appris la défaite. C'est con, mais quand je commence après ce métier et qu'on me dit non à des castings, on me dit machin, on dit mais en fait c'est bon, je sais ce que c'est ce sentiment d'avoir perdu un truc, d'avoir perdu un match, pour moi je le prends comme ça. Et le travail aussi, parce que la rigueur de travail, après je l'avais quand même dans les entraînements, j'étais sérieux, je suis toujours à l'heure, je m'entraînais avec la fac, mon club, et enfin je m'entraînais 4, 5, 6 fois par semaine parfois. Plus avec l'entraînement des gamins, je faisais la fête, mais j'étais toujours à l'entraînement, j'étais toujours carré avec les gamins, je les accompagnais en match le samedi, enfin c'était toute ma vie quoi. Et non, ça m'a appris beaucoup. Je te dis, la défaite, c'est un truc important. Dans mon club, on a vécu des fêtes où c'était compliqué des fois. Où il y a des bénévoles. C'est un club qui tient grâce aux bénévoles et tout. Et des fois, on a failli descendre une division où ça aurait été compliqué après financièrement. Et on est monté et c'était trop cool. Il y a eu des moments où j'ai pleuré dans ce club. J'ai eu des moments de joie, des moments de dingue, quoi. Ça m'a fait vivre des trucs de fou. Et ça m'a servi surtout après parce que derrière, tu te dis... J'arrive dans un truc de comédien et comment ça marche? Bon, juste, il faut avoir un mindset de sportif, quoi. Alors, c'est marrant parce que dans la façon... J'interprète, et t'as le droit de dire que je me trompe en disant ça, mais j'ai l'impression que t'as tendance à mettre de l'humour, ou en tout cas une sorte de nonchalance dans dans les choses que tu fais, alors que finalement, quand on creuse un peu, là, tu vois, genre, le basket, je faisais beaucoup la fête, et quand on regarde et tu expliques, en fait, finalement, t'étais hyper impliqué. Ah, de fou. T'étais hyper impliqué, hyper investi, et qu'il y a une sorte de côté d'être un peu avec de la distance. C'est quelque chose que t'avais remarqué, ou je te balance un truc comme ça? Non, mais c'est juste qu'à l'époque, j'arrivais à faire les deux, parce que la fac, j'étais pas le plus assidu par contre, tu vois. Donc en fait, je pouvais me sortir le lundi, me coucher à je sais pas quelle heure, et puis le lendemain, d'ailleurs, je bossais à la garderie, je gardais les enfants à 7h30 à la maternelle, à 10h, toujours à l'heure, jamais en retard, bam, j'arrivais. Après, j'allais m'entraîner, après, je faisais mes entraînements, mes trucs, mais c'était une grande partie de ma vie, même si j'étais payé 100 balles par mois. Bon, mon club n'avait pas beaucoup d'oseille, mais c'était trop important pour moi. Moi, j'étais focus que là-dessus, quoi. Enfin, le match du week-end, le truc du week-end, et en même temps, j'étais aussi focus sur qu'est-ce qu'on fait ce week-end, les gars, on sort, on fait quoi. Mais à l'époque, je pouvais faire les deux. Franchement, c'était tranquille. Aujourd'hui, impossible. Bon, non, je sors plus, moi, c'est fini. On va y revenir après sur les sorties, parce que là, en plus, pour le coup, tu sors. Là, t'as une activité de dingue actuellement. Je suis trop vieux pour ces coups. T'as quel âge? 31.
Ça va. Ça va, non, ça va. Je sais, mais je peux plus. Là, si on reste un peu sur la sphère un peu perso de quand tu étais plus jeune, est-ce que l'humour, en tout cas le fait d'être... que là, aujourd'hui, il y a l'humour et l'improvisation et le fait que... En plus, tu sors des anecdotes qui sont relativement drôles sur Insta. Moi, celle que j'ai trouvé très drôle, c'est la petite copine ton ex, non pas une ex, mais l'amie d'une ex, ouais. L'amie d'une ex qui est dans la salle. Celle-ci, elle est juste génialissime, elle est vraiment très drôle. Donc t'as ce côté aussi quand même de répondants, d'improvisation qui sont hyper cool, avec un spectacle qui parle pas mal de sujets aussi importants, on va y revenir. L'humour, ça a toujours été là ou c'est quelque chose que t'as dû développer et qui... Non, en fait, moi j'ai été élevé dans une famille très marrante. Moi, mes parents que des blagues, on se déguisait tout le temps. J'en parle dans le spectacle, mais à Noël, nous, chez nous, on se déguise. Tous les ans, il y a un thème et on se déguise. Mes grands-parents, 95 ans, ils sont déguisés. Ma petite cousine, elle a 7 ans, elle se déguise. Tout le monde est déguisé. Et vraiment, on a fait, genre, il y a 2 ans, on a fait safari. Enfin, moi, j'étais en girafe, quoi. Enfin, c'est débile, tu vois. Mais genre, t'arrives, t'as ton cousin qui est un médecin de ouf. Il est en chasseur. Enfin, c'est d'une débilité, mais nous, ça nous fait mourir de rire. Et on est comme ça. Mais pas. Enfin, c'est juste, on passe des bons moments en famille comme ça. Et j'ai été élevé comme ça, que dans les blagues. Et mon rapport à l'humour, très vite. Moi, je me rappelle, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, genre, mais avant tout le monde, genre en 2006. Où d'ailleurs on n'osait pas trop les mettre, donc on mettait des titres avec mon voisin, on se filmait, on faisait des faux sketchs et on faisait le titre de la vidéo, c'était VGZ du good, on mettait plein de lettres parce qu'on disait ah mais attends, on met pas des vidéos sur internet, c'est dangereux, on est des enfants, on avait 13 ans. Bon, j'aurais dû continuer, je serais peut-être millionnaire aujourd'hui, mais mais on faisait des sketchs déjà, on écrivait des parodies, j'avais 13 ans et depuis le début je voulais faire marrer les gens et puis en classe j'étais quand même j'étais toujours calme, mais je faisais des petites blagues quoi. Qui instaure ce côté un peu humour drôle dans ta famille? Mon père est marrant. Bah, tous les deux, en fait. Mes parents, j'en parle là, vraiment dans le spectacle, c'est un moment important pour moi dans le spectacle, c'est que mes parents, ils s'engueulent. Ils se sont jamais engueulés, ils s'engueulent pas. C'est que de la bonne vibe chez moi. Que de la bonne humeur. Mes parents, ils s'engueulent pas. C'est rare aujourd'hui, j'ai l'impression. Mes parents, il n'y a pas d'embrouille, pas de divorce de mes parents, évidemment. Et on a été élevés comme ça avec mon frère, on est détente, que des blagues et tout. Et mon père est très marrant. Dès qu'il sentait que la tension montait, je sais pas, comme dans toute vie de famille, petite blague et ça repartait. Ma mère, elle est très marrante aussi. Enfin, on est chill en fait. Tu penses qu'il aurait voulu faire un de tes parents voulu faire ce que toi tu fais aujourd'hui? Je pense pas. Non, mes parents ils sont marrants, ils sont très timides. Mon père est très timide, ma mère est timide. Est-ce que c'est incompatible, marrant et timide? Bah pour monter sur scène, tu vois, il y a quand même un truc qui est se montrer. Mes parents, ils sont assez détentes et non, la scène, c'est pas leur délire quoi. Tu leur as posé la question ou Non, je pense. Non, franchement, je pense. Ma mère parlait devant une assemblée. Mon père, ça va, mais ma mère parlait devant une assemblée. Pour elle, c'est dur. Donc l'humour fait partie intégrante de ta famille. Il y a des gens qui sont acteurs, il y a des gens qui sont dans le milieu de... Parce que pas du tout. Il y a Orelsan maintenant. Ouais. Est-ce que dans ta famille, il y a quelqu'un peut-être pas du tout? Et même le fait que tu dises que tu veuilles faire de l'acting et peut-être même partir, même ça dans ta famille, c'est bien accepté. Ouais, ça c'était dingue parce qu'ils m'ont toujours fait confiance. Tu vois, je suis parti au Club Med, ils auraient pu dire non, mais qu'est-ce que tu fais attends, mais non, ils m'ont fait confiance. Quand je faisais des trucs, je jouais au basket, par exemple, là, je te redis ça. Quand je jouais en équipe 2, j'étais un cadre de l'équipe 2. Par contre, en équipe première, je jouais 0 minutes. Et pendant 1 an, tous les dimanches, j'y allais. Je faisais 1 heure de route. Pour ne pas jouer. Je jouais pas. Non, parce que dans ma tête, c'était ok, c'est normal. Et je vais prouver. Puis après, j'ai commencé à jouer 3 minutes. Puis 6. Puis 10. Et puis l'année d'après, en fait, j'étais un cadre et je jouais 37. Parce que, et je l'avais dit à mes parents, mais ils me disaient, mais c'est bon, pourquoi tu vas, pourquoi tu t'emmerdes d'aller au Havre faire 1h30 de route pour pas jouer? Et je dis, parce qu'un jour, vous allez voir, je jouerai tout le match. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je sais pas où je voulais en venir avec ça, mais il y avait... Le fait qu'il y a personne dans ta famille qui faire de l'acting et qui ont quand même été... Ouais, et du coup, ils ont compris qu'en mode, ils se sont dit, ok, bon, bah, Edouard, en fait, quand il veut quelque chose, il est déterminé. C'est-à-dire qu'il va pas aller à Paris faire n'importe quoi. Bon, j'ai un peu fait la fête, mais ils se sont pas dit, on lui fait confiance. Ils m'ont toujours fait confiance et je le redis encore dans le spectacle, c'est que j'arrive dans un jour et je dis, je descends, je me rappelle, et je dis, bah, je pars à Paris, je vais faire le cours Florent. Ils savaient ce que c'était? Parce qu'en fait, là, c'est hyper connu aujourd'hui. On sait ce que c'est, mais sans. Mais moi, j'avais jamais lu une pièce de théâtre, j'avais jamais fait de théâtre de ma vie. Mais alors, mes parents ont toujours voulu me foutre au théâtre, mais moi, j'étais en mode, non, je préfère faire du foot et du basket. Et puis, j'aurais dit, en fait, je leur ai dit un truc simple, j'aurais dit, je suis trop bien chez vous.
c'est trop bien ici. Et j'aurais dit, en fait, soit là, je pars parce que la fac, ça me saoule, soit on va faire un truc, soit je passe le concours, en gros, du cours Florent, le stage d'accès, et je suis pris, je pars à Paris et je fais comédien. Mon Dieu. Quoi? Ok. Ou soit je suis pas pris et là je vais à Rouen, donc la ville vraiment plus grande ville à côté, et je prends un appart et je trouve un job et je fais un truc. Mais juste je reste pas chez vous parce qu'en fait c'est trop bien. Et je dis là, je vais finir en Tanguy. Vous êtes trop sympa, moi je suis trop cool, je suis chill et je me connais. Et en fait, à 35 ans, je vais me réveiller et je vais être encore dans ma chambre d'ado. Donc en fait, je vais partir. Et j'avais 22 ans à ça. J'ai dit, il faut que je parte. Parce que je le sens que c'est trop bien chez vous. Et je crois qu'ils ont compris. Ils se sont dit, bon, bah ouais. Mais ils sont contents quand je rentre. Mais moi, je me suis dit, ok, vas-y, let's go, je m'en vais. Et le cours Florent, quand toi tu vas, tu sais que tu vas, entre guillemets, tu as une certitude que tu vas réussir, ou tu vas en te disant, allez, soyons fous, t'entends un truc de dingue. Parce qu'en fait, je suis pas parisien, je suis né à Paris, mais je vis à Lyon et j'ai beaucoup squatté à Paris. Donc en fait, cours Florent, c'est hyper connu. On sait que ça peut être aussi hyper select, qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de. En tout cas, à l'époque, il y a quelques années de ça, c'était. En fait, c'est select parce qu'il y a une classe libre. C'est un concours qui est très select. Ils prennent 20 élèves. Donc ça, tu payes pas, c'est gratos. Donc ça, c'est très select. Mais le reste, c'est une école privée. Donc oui, voilà. Le Ok, cours d'accord. Florent, tu payes. Tu peux y aller, quoi. En gros, en vrai, t'es pris. Alors, il y a Ok. un stage d'accès où ils en prennent peut-être, il y en a un ou deux sur les 30 qui sont pas pris parce que bon, ils se disent, bon, lui, ça va être compliqué. Mais en vrai, sinon, c'est une école privée, ils veulent de l'oseille. Oui, ça reste un business. Ça reste un business. Bah oui. Mais en tout cas, c'est hyper connu. À un moment, on en parlait même à TF1, hein, il y a quelques années de ça. Le cours Florent, c'était quand même un truc qui avait un peu de standing. Quand tu vas là-bas, tu te dis qu'en allant là-bas, qu'est-ce qui peut se passer pour toi en y allant? Mais en fait, j'en ai aucune idée, mais je me dis juste que, je sais pas, c'est là où je dois être. J'arrive là, je fais stage d'accès, je dors chez un pote qui habite déjà à Paris, puis je me retrouve à jouer des trucs. Je sais pas trop, mais ça se passe bien. Franchement, j'ai le commentaire du prof qui est super élogieux. Je suis trop content parce que je me dis, putain, en fait, c'est cool. Et puis ça me fait sortir un peu de mes zones de confort parce que j'ai jamais fait de théâtre, mais en même temps, je fais le con tout le temps en animation. Je fais des trucs que les autres gens ils font pas quand faut se déguiser pour les gamins. Moi, j'y vais à fond, je joue des trucs à fond et ça me fait toujours kiffer. Et puis en fait, là, je me trouve un peu dans mon élément, mais avec des gens qui sont pas du tout de. J'ai eu du mal avec les gens du cours Florent, c'est pas du tout mon monde, quoi. Moi, je débarque de la Normandie et je me retrouve avec des mecs, des gamins de Neuilly, des mecs qui sont ultra cultivés et tout, de théâtre, de machin. On n'a pas du tout les mêmes refs. Moi, le premier jour, le prof, il me dit c'est quoi tes films préférés? Moi, je dis Camping, mes premiers degrés. Mais je dis premier degré. Parce que moi, je le connais par cœur. Et avec mes potes, on se fait toutes les répliques, on connaît tout. Alors, on n'attend pas Patrick? Mais voilà, mais que des trucs comme ça. Et après, vraiment, et je sens les mecs qui me regardent, ils disent qu'il est sérieux, lui? Mais attends, il connaît pas Orson Welles? Et moi, je dis, bah non, je ne connais pas, en fait. Que je ne connais pas. Mais non, mais ce nom-là, je ne sais pas qui c'est. Ils me sortent des bails, Ouais. en fait, ils me sortent des blases que moi, je connais pas. Et en même temps, il y a un peu, je sens un peu, tu sais, ils sont en mode, Le jugement. ouais, un petit peu, je pense. Je pense. Si t'étais pas allé au cours Florent et que t'avais pas vécu cette expérience-là, parce on va y revenir, hein, sur les expériences qu'il y a au cours Florent, parce que forcément, tu passes de OK, je veux devenir acteur, j'ai envie d'aller autre part que la Normandie, j'ai envie de quitter du confort pour aller me mettre dans une situation qui va être inconfortable, que j'ai envie de tester et d'expérimenter des choses avec l'objectif de devenir acteur. Je pense qu'au moins à ce moment-là, tu as envie de devenir acteur Ouais, et de bien faire sûr. du film. Si tu l'avais pas fait, si tu n'avais pas été pris, c'est toujours facile, c'est toujours une question un peu bizarre, mais si tu n'avais pas été pris, tu aurais tenté autre chose, Je sais pas, je pense que je serais parti en saison au Club Med, peut-être j'aurais été animé, j'aurais peut-être fait une carrière au Club Med, j'en sais rien, peut-être. En fait, tu as fait Club Med en même temps. En fait, Club Med, je partais juste l'été, genre, je partais Ouais, juste pendant les ok. vacances. Parce que le club voulait que je reste un peu En mode saisonnier. En mode saisonnier. Et il y a ma responsable qui m'a un peu. Alors je la remercie toujours, Raja, je la cite parce qu'elle m'a un peu sauvé la vie sur un truc. Parce qu'un jour, je lui ai dit, ouais, j'ai peut-être envie de partir en saison. Et elle m'a dit, ne fais pas ça. Elle m'a dit un truc, mais alors que moi, je n'ai même pas remarqué. Elle me dit, écoute, t'as du talent. Elle me dit, barre-toi vite. Parce qu'en fait, le Club Med, c'est super pour les gens talentueux. Mais c'est-à-dire qu'en fait, après, à 30 ans, il y aura un mec plus talentueux que toi qui va arriver, qui va avoir 20 piges, qui aura des tablettes de chocolat, qui va avoir de l'énergie de fou, beau gosse. Et le mec de 30 ans, en fait, ils vont te pomper ton talent et à 30 ans, tu vas te retrouver sans rien. Et elle m'a dit, barre-toi vite. Et ça a été un cadeau de ouf. Je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'elle a raison, en fait. Peut-être qu'il faut pas que je fasse ça, parce qu'en fait. T'étais animateur Ado. adulte. J'étais pour les ados, moi. Ok. J'étais avec les ados, les enfants. Et ouais, mais après, je faisais aussi un peu d'animation adulte et tout, les spectacles et tout. Et elle m'a dit, pars. Tu sais que j'ai fait animateur, moi j'étais à l'UCPA, beaucoup.
Et j'ai fait animateur adulte, ça a enfant. Baisé, hein. Comment te dire? Oui. La seule question de ce podcast. Alors, ça fait plaisir, Roger. Hein. Donc ça a été. Et moi, ce qui m'avait choqué, je crois, dans mes premières saisons, c'était qu'il y avait des gens qui étaient. Moi, j'avais 20, 21 ans. Ouais, 20, 21 ans quand j'y suis allé. J'étais quasiment un des plus jeunes. J'étais animateur adulte à cet âge-là, dans les Pyrénées, à Saint-Lary, je me rappelle. Et ce qui m'avait surpris, c'était le fait qu'il y ait des gens qui avaient 35 ans, qui étaient dans la même piole que moi. Peut-être un peu mieux, parce qu'ils étaient saisonniers. Ouais. Et je m'étais dit, je me rappelle, je me dis, putain, en fait, si je continue, la suite, c'est juste d'avoir une chambre mieux dans le truc de saisonnier. Et encore, moi, j'ai beaucoup bougé. Hein. J'ai fait un peu partout en France. Bon, j'ai terminé directeur de structure à l'UCPA, donc c'était vraiment cool pour le coup. Mais je me suis dit, putain, merde, oui, effectivement, ce truc de... En fait, tu sors plus du cadre. Et pour sortir du cadre, je te mise Stu. Et c'était encore une case un peu différente, mais qui valorisait un peu le contexte des saisonniers. Mais le contexte d'un saisonnier valorisé hors contexte du monde c'est hyper compliqué. Genre, t'es bon, entre guillemets... T'es excellent nulle part. Et t'es bon un peu partout, tu peux faire plein de trucs, mais et puis même alors j'aime pas dire, les gens ils disent ouais c'est pas la vraie vie. Je pense que chacun vit sa vie et chacun fait la vie qu'il a envie d'avoir. Et j'ai des amis qui sont chefs de village aujourd'hui qui étaient avec moi au Club Med et ils sont très heureux, ils ont des enfants et ils sont très heureux de faire ce métier. Et ils kiffent parce qu'ils voyagent, parce qu'ils ont trouvé une stabilité familiale. Bon, faut déménager tous les 2-3 ans de pays, mais c'est leur vie et c'est leur vraie vie. Mais moi j'ai vu des mecs, des mecs, je me rappelle, j'avais 23 ans, il y avait des mecs de 30 ans qui étaient has-been, quoi, parce qu'ils sortent jamais du club et je me rappelle, il avait une chemise genre vraiment années 80, quoi, et parce qu'en fait il est rentré au club, il avait 18 piges. Et là, il avait 35. Et en fait, lui, il a pas capté. Il s'habillait toujours pareil. Il écoutait toujours les mêmes musiques. Et t'as envie de dire, mais là, t'es à côté de la plaque, mon pote. Le saisonnier. Mais c'est pas le seul. Tout le monde était un peu comme ça. Les mecs qui sont au Club Med depuis des années. Je les regardais. Je faisais, les gars, mais vous vous rendez pas compte de ce qui se passe en fait, à l'extérieur. Parce que t'es dans une bulle. Tu regardes pas les infos parce que tu t'en fous. Ah, tu connais rien. Tu regardes rien. Si en plus t'es dans un autre pays, alors l'info en France, ça passe. Ok. Et tu t'en fous parce qu'en fait, il y a une animation dans une demi-heure. Donc en fait, tu penses pas à ça. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai pas du tout envie de devenir ce mec-là, quoi. Et puis moi, j'aime trop ma famille, j'aime trop mes potes en Normandie, et je pouvais pas partir 6 mois, en fait. Même si en saison, je dis, mais je peux pas les laisser, en fait. Tu retiens quoi de cette expérience saisonnière le taf, par contre. Le taf. Parce que, alors nous, on était la dernière génération, je pense que là, je suis retourné au Club Med, les nouveaux animateurs, 18h, c'est merci, c'est sur mon contrat, au revoir. Et ce qui est bien. Mais moi, ça m'a permis d'apprendre un truc, de me faire un peu douiller sur les horaires. C'est que tu travailles comme un ouf, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, je faisais des horaires, mais je faisais 10h, 17h, après, 18h, petite pause d'une demi-heure et j'enchaînais 19h, 2h du matin, ce qui est évidemment totalement interdit par le code du travail. Mais c'était trop bien. Enfin, on kiffait, c'était dur. En plus, bon, évidemment, je me couchais pas à 2h parce qu'après, je faisais la fête et je me levais comme as, mais c'était extraordinaire. Et j'ai appris plein de trucs parce que j'ai appris le travail, j'ai appris la rigueur, j'ai appris l'amusement aussi, je me suis beaucoup marré. Bon, je le savais déjà, ça. Donc en fait, ça, en vrai, ça m'a permis quand même et puis de rencontrer des gens de ouf. J'ai rencontré des gens de ouf qui sont restés des potes de ouf alors que je les ai connus 3 semaines, quoi. Mais c'est devenu des amis de dingue. Ça crée des liens de dingue, les clubs de vacances. Moi, je sais que j'ai énormément aimé. Ça m'a servi beaucoup dans mon taf de steward quand je suis devenu steward ensuite. T'as fait combien de métiers, toi? J'ai fait beaucoup de métiers. J'en ai fait beaucoup. C'est ça. Il a 75 ans d'expérience. 75 ans, mais j'ai du botox de partout, je suis trop bien. Genre nickel. J'en ai fait quelques-uns et les saisons, ça a été. Moi, je pensais que j'allais terminer là-bas quand j'ai fait les saisons. Je me suis dit, je vais déménager un peu droite à gauche. Puis j'ai switché, je me suis dit, non, en fait, j'irai pas. Par contre, ça m'a appris. Pareil, travailler énormément, le fait de s'adapter avec des gens tout le temps, des publics qui changent nous, c'est toutes les semaines, t'as un public différent. Le fait d'être noté, des trucs, t'es constamment remis en question. Et puis c'est fatigant, c'est crevé, faut gérer l'humain, faut recruter. Bon, bref, il y a plein. Tout est exacerbé. Formateur. Ouais, c'est hyper intéressant. Et cette passade-là, en tout cas, c'est ce moment-là que tu as avec le cours Florent, comment tu switches de ça à ça? En plus, t'imagines, genre quand j'entre au cours Florent, l'été d'avant, tu sais, Club Med, bon, ça devient un peu plus riche, c'est très cher et tout, mais ça reste quand même des danses de village. Oui. On se déguise, on met des perruques et on rigole. Ouais. Et moi, j'arrive au cours Florent avec des gamins qui. Enfin, on a 20 piges, quoi, et des mecs qui me parlent de Jean-Luc Lagarce, de Sarah Kane, d'auteurs de théâtre, où là, c'est la poésie. Je me dis, voilà, c'est un autre monde, quoi.
Et moi, j'arrive, je suis un animateur en fait de vacances, quoi. Bip, bip, bip. C'est totalement ça. Je suis Thierry Lhermitte dans Les Bronzés et je me retrouve à la Comédie Française, quoi. Et au début, on fait des sketchs. Je me rappelle, en plus, en première année, j'ai de la chance, je suis avec un pote du Club Med. En fait, on rentre tous les deux, un peu de Normandie, on rentre tous les deux au Club Med et on commence à faire des sketchs, nous, au début. Et tout le monde nous regarde, mais c'est qui ces bolos? On fait des sketchs avec des blagues de cul et tout, mais en vrai, après, il y a des gens qui kiffent parce qu'il y avait des gens aussi qui venaient de province, de régions qui étaient en mode c'était marrant, les gars. Mais on pouvait pas trop assumer, tu vois. Et le prof, il nous regarde, il dit ouais, c'est intéressant, ouais, mais je comprends pas tout là. Vous voulez montrer quoi? Je dis rien, on rigole, quoi. Mais c'était marrant. Mais en même temps, moi, après, je critique, ça m'a beaucoup appris. Après, j'ai essayé de rattraper mon retard. J'ai lu toutes les pièces, j'ai lu Molière, j'ai lu Shakespeare. Il y a des trucs qui m'ont saoulé, il y a des trucs qui m'ont fait kiffer, il y a des trucs mais ça m'a permis d'avoir aussi une autre culture qui était super intéressante. C'est quoi le truc que t'as aimé et qui presque surpris d'aimer dans ce monde-là? Peut-être d'avoir été surpris. J'ai été touché parfois par des textes, tu vois, Jean-Luc Lagarde, je l'ai cité là, j'ai beaucoup aimé ça. C'est je crois, l'auteur français le plus joué aujourd'hui, l'auteur contemporain français le plus joué en France et dans le monde, je crois. Et ça, j'ai kiffé. Alors, tu sais, jamais j'aurais acheté ce genre de bouquin ou aller voir ce genre de pièces. Shakespeare, ça m'a emmerdé comme never. Tout le monde adore Shakespeare, moi je trouvais ça chiant à mourir. Pourquoi? Je sais pas, les sorcières, les fantômes et tout. Je sais pas, je disais ça, je dis, j'ai pas du tout envie de jouer ça, ça me saoule. Molière, j'ai adoré. Molière, j'ai trouvé ça cool. Molière, il y a des pièces qui sont très marrantes. Pourtant, on est un truc qui a écrit il y a 300 ans, je trouvais ça, je dis putain, mais c'est trop drôle. Et puis après, alors moi, ça m'a pas surpris, mais après, j'ai commencé à faire de l'impro pour Florent, l'impro théâtrale, et là. Révélation. Ouais. Vraiment, il y a eu un moment où je me rappelle, il y avait un concours d'impro au cours Florent, le FIT, ça s'appelle le Florent Impro Tour, où on a une équipe et on fait des concours d'impro et tout, et on passe des tours. Et nous, on va jusqu'en demi-finale, et vraiment, c'est la première fois où je fais rire des gens en impro, et j'envoie un message à mes parents, je dis ok, je veux faire ça toute ma life, c'est bon. Et ça, on est en 2e, 3e année, je crois, et je me dis c'est bon, j'ai trouvé, je veux faire rigoler les gens. Alors je le savais déjà, et j'adorais faire ça déjà dans la vie de tous les jours, j'étais un peu le rigolo du groupe, je faisais un peu toujours le con et tout, mais là, vraiment, je suis sur scène, je dis n'importe quoi, les gens ils rigolent. Et vraiment, je me rappelle être sur scène et de dire ok, cette sensation, elle est extraordinaire. Elle est trop bien. Et j'ai dit, vraiment, je me rappelle envoyer un message à mes parents et dire c'est bon, je fais ça. Donc, t'as ce déclic et à ce moment-là, ce déclic, il t'emmène quelle vision de où est-ce que tu veux aller? Aucune idée. Genre, tu sais juste que tu veux faire ça. En fait, vraiment, je me dis pas que je vais être humoriste. Je me dis, c'est cool, l'impro. Et en fait, après, tu sais, à Florent, tu finis tes 3 ans et rien, en fait. On te dit pas. Alors, il y a quelques élèves, je pense, qui sont un peu orientés. On leur file des agents et ça va. Mais on est tellement énormément que personne te dit, alors maintenant, pour travailler, il faudrait que tu fasses. Non, on te lâche dans la nature, c'est fini. T'as payé l'école. T'es formé, voilà. démarre-toi. Pour ça, voilà, je le dis, c'est une super école, j'ai appris plein de trucs. Hein. Mais vous attendez pas à être au Festival de Cannes, parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient vraiment à la fin. Bon, et c'est où maintenant les rôles? Ça marche pas du tout comme ça. Hein. C'est vraiment, tu finis tes 3 ans, merci, au revoir, t'as payé, ça fait plaisir. Next. Ouais. C'est comme avoir un examen classique, après, juste marché du travail et tout. Pour une école pas reconnue. Ok. Qui est une école privée. Et donc, en plus, diplôme de comédien. Ça veut rien dire. Jamais t'arrives avec un casting avec regardez, je suis diplômé. Ils vont dire ok, cool, mec, vas-y, joue. Enfin, ils s'en branlent, quoi. C'est comme, limite, c'est un peu comme photographe ou vidéomaker aujourd'hui. Ouais, tout le monde l'est un petit peu dans son champ de compétences. C'est comme les réalisateurs. Si t'as fait l'ESRA ou la FEMIS, bon, bah ok, mais tu sais faire quoi? Ouais. Parce que t'as le diplôme, qu'on va te filer, du taf, quoi. Montre-nous de quoi t'es capable. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, moi, juste avant la fin de Florent, je sais pas trop ce que je fais. Alors, on joue dans une pièce très sérieuse. Je me rappelle, pour finir l'année, vague souvenir de l'année de la peste. Ouais, vraiment. Mes parents, d'ailleurs, ils viennent au cours Florent. D'ailleurs, ils se disent. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Parce qu'en fait, le cours Florent, pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de théâtre, quoi. On joue dans des pièces comme celle-ci. On est dans des pièces. Bah, vraiment, c'est exactement ça. On est dans une pièce toute noire, pas en noir. Il y a tous les élèves qui sont là. Et on joue sur rien, quoi. Et il n'y a aucun matos, quoi. Il n'y a rien. Et tu joues dans des pièces, dans des salles où il n'y a rien. Des salles de réu, quoi. Mais tu kiffais, toi? Ça? Bah, moi, je me disais, si j'arrive à jouer dans une salle comme ça, j'arriverai à jouer. Ce sera plus facile au théâtre avec des décors, avec des costumes. Je me disais ça. Je me dis, il vaut mieux commencer par le plus dur. Et c'est vrai. Je pense que si on te met dans des conditions de ouf, le jour où c'est compliqué, bah, t'es nul, en fait. Ouais. Alors que quand tu commences par le compliqué, c'est plus facile. Voilà.
Donc ouais, après voilà, tu commences à jouer là-dedans, je joue dans des pièces un peu bizarres et tout, je joue des trucs qui me correspondaient pas finalement. Pas bizarre, mais juste ça me correspondait pas d'être. Je me rappelle dans cette pièce, Vax vient de la peste, j'étais dans la boue, on courait dans la boue partout, on a mis de la boue partout. Ah ouais. Les feuilles, c'était ambiance fin du monde. Mes parents, je les connais, mes parents, ils ont la même culture que moi à la base. Ils m'ont dit, Et d'où son costume de girafe. Ouais, c'était un peu ça, tu vois. Ils m'ont dit, mais c'est bien, ouais, c'était super, mais c'est pas notre délire, quoi. Je comprends, ils ont kiffé, mais c'était pas leur truc de ouf. Et en fait, quelques semaines après, j'ai un pote qui était au Club Med, c'est là qu'on y revient toujours, qui me dit, ah Edouard, moi je monte sur scène, je fais du stand-up, viens, je joue dans un petit théâtre, faire un plateau d'humour avec plusieurs humoristes. Je dis, vas-y, je viens de voir et tout, c'est trop cool, mec. Et je viens, et je trouve pas ça dingue, et même tout le plateau en général, je dis, putain, ils sont pas... Pas ouf, quoi. C'est pas ouf, mais c'est normal en fait, c'est les premières scènes d'un peu tout le monde, et je me dis, mais je peux le faire, moi, ça. Avec mon ego un peu de con. Je me dis, mais je vais le faire, ça, moi, je peux le faire. Et j'étais voir l'organisateur, je dis, comment on fait pour jouer? Et il me dit, bah, viens, dans 2 semaines, on refait spectacle, vas-y, je te mets. Il me dit, t'as déjà fait? Je dis, non, go. Et bon, après, quand même, panique à bord, j'appelle un pote à moi, que j'ai rencontré au Club Med aussi. Un mec avec qui j'ai tapé des bars, qui était mon coloc, Yacine Benkada, que je vais citer parce que une grande part, merci à lui. Lui, il avait déjà fait du stand-up il y a 10 ans. Il avait arrêté, il est devenu animateur micro, il applaudissait sur les plateaux télé. Et je lui dis, frérot, il faut que tu m'aides, je sais pas comment écrire un sketch. Et on a écrit un sketch. Au cours Florent, t'écris pas? Non, on écrit rien, on joue des pièces. Ah ouais, ok. Je pensais qu'il t'apprenait au moins la structure un peu de comment. Que dalle. Et puis même le stand-up au cours Florent, enfin l'humoriste au cours Florent. Alors c'est seconde zone, quoi. On te regarde en rigolant. Enfin, il y a une salle qui s'appelle la salle Gad Elmaleh quand même. Ok. Mais alors sinon... Puis d'ailleurs, moi ça m'a fait beaucoup rire parce que là je vais un peu plus loin. 1 an après avoir commencé le stand-up, je joue au Jamel Comedy Club. Et dans la salle, il y a un prof du cours Florent qui me dit, Edouard, je savais pas que tu étais au cours Florent, viens faire une masterclass parce qu'on a lancé une option humour. Et je dis, ah les bâtards. Je dis, ah ouais, vous nous avez chié dessus pendant des années. Et là, évidemment, l'humour, ça remplit. Et puis ça fait de l'oseille. Parce qu'on va pas se mentir, ça fait de l'oseille. Enfin, pas pour moi, mais non, mais le milieu commence à faire de l'argent. Donc le cours Florent se dit, oh, attends, le stand-up, il y a quand même un truc à aller chercher là. Il y a de l'argent à aller chercher. Et je me retrouve, 1 an après avoir quitté Florent, faire une masterclass devant des élèves que j'ai connus, parce qu'ils étaient en 2e année et moi en 3e, à parler d'humour. Alors, l'humoriste, comment on fait? Enfin, c'était lunaire, mais lunaire. Tu le referais avec du recul là? Mais ils m'ont appelé pour faire des stages et tout de stand-up. Alors je pouvais pas pour mon planning, mais en vrai, moi, c'est une petite revanche, ça me fait rire. Parce qu'au cours Florent, on m'a jamais calculé. Tu penses que tu peux peut-être toi changer au cours Florent ou apporter quelque chose au cours Florent qui soit sur le moi en fait comme je te dis c'est la transmission, ça me ferait kiffer. J'ai fait des stages un peu pour des jeunes humoristes et tout, des trucs pour des écoles d'humour. J'étais venu faire des petites masterclass et tout, et moi j'adore ça. J'adore en plus comme le basket, quoi, comme entraîneur de basket, j'adore ça, voir entraîner des gamins et dire attends ça, ouais, peut-être ça, la blague, fais-la plus vite, fais comme ça, et ça j'adore ça. Donc ouais, s'ils m'appellent et que mon planning il est... Alors là je les ai un peu défoncés, donc peut-être pas ils vont m'appeler, mais oui quand même, parce que c'est un truc plaisant, tu vois, c'est plaisant et j'adore, et je fais pas ça pour les coachs, je fais ça pour les gamins qui veulent faire ce taf. Je parle comme si j'avais 55 ans, mais tu vois. Et du coup, pour revenir au truc, je vais voir mon pote et du coup, on écrit un sketch et je fais ma première scène 2 semaines après. Et là, j'ai dit, ok, je veux faire ça tout le temps. En fait, tu les as pas vraiment défoncés, je trouve, le cours Florent. C'est juste qu'ils valorisaient quelque chose que toi, tu valorisais moins et qui aujourd'hui, bon, ça, le temps t'a donné raison et eux, ils sont. Les grosses machines, elles ont du mal à s'adapter. Je sais pas trop. Aux tendances. Et tu peux peut-être même me les aider, hein, si je peux rattraper le coup là. Mais alors, parce qu'en plus, c'était bizarre parce que quand tu voyais les gens qui jouent beaucoup au cinéma en ce moment et qui sont passés par le cours Florent, c'était des humoristes. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup que tu vois qu'on fait quelques mois ou quelques années ou qui vraiment Gad. Des mecs qui étaient des humoristes. Alors, il y en a d'autres, hein, je crois. Il y a Hakim Djemil, il a un peu fait le cours Florent, je crois. Malik Bentala, je crois, il a fait un petit peu le cours Florent, tu vois. Et c'est des mecs, tu dis, mais en fait, c'est des mecs qui Après, on est sur une dualité de films populaires et de films d'auteur ou de voilà, ça c'est un autre débat. Mais tu vois, moi, je viens moi, j'allais voir les films populaires, tu vois, au cinéma. Moi, je me suis dit, j'allais voir Camping, j'allais voir Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone qui a fait cours Florent. Bah, tu dis, mais en fait, moi, c'est ces mecs-là que je kiffe. Et ces mecs-là, quand j'ai tapé qui a fait le cours Florent, quand j'ai vu Danny Boone et Gad Elmaleh, je suis bah ouais, stylé. Ouais, donc c'est faisable. C'est ces mecs-là que je veux, tu vois. Moi, je veux être ces mecs-là. Tu penses qu'aujourd'hui, l'humour, si on rentre un peu plus dans un peu plus sérieux, mais tu penses que l'humour, c'est
pas suffisamment valorisé ou c'est un degré en dessous de l'acting un peu. Ah, tu le vois aux cérémonies. Ouais. Au César. Oui, c'est vrai qu'il y a rarement un film comédie. Il se fout de notre gueule, en vrai. Tu vois, les films populaires, c'est pourtant faire rire, c'est pas facile. Hein. Non, surtout au cinéma. Ouais. Enfin, au cinéma, c'est galère. Mais en même temps, j'aimerais bien. Enfin, je pense qu'ils s'en rendent compte parce qu'ils connaissent le business du cinéma. Ils savent très bien que les films qui font beaucoup d'entrées, donc les comédies populaires, c'est ce qui permet d'ailleurs les financements des films d'auteurs ou des films avec des grands acteurs connus dans le milieu parisien, tu vois. Mais ouais, c'est un peu dommage. Danny Boone qui avait fait ça une année, qui était arrivé en jogging, en bas de survêt et en costume là-haut, parce qu'il a dit de toute façon, nous on se lève jamais au César. Donc, de toute façon, vous allez me filmer que là. Donc, il était en jogging jaune. Mais il a raison. Il fait un film avec 20 millions d'entrées. Quand il fait Bienvenue chez les Ch'tis, il vient, grâce à son film, il vient de financer la dose de film. Grâce à lui, là, tout le monde peut lui dire merci, mec. Il arrive à la cérémonie. Alors maintenant, il y a un prix, je crois. Je sais pas quoi, en fin de cérémonie. Pour les gens drôles, tenez, hop. Allez, hop, tenez, c'est parti. Allez. C'est cadeau. C'est un peu dommage. Est-ce que tu penses que tu vas réussir vite en tout cas, où est-ce que tu pensais réussir vite dans le milieu de l'acting? Bon, j'ai pas réussi du tout. Je joue dans rien. Mais en tout cas, est-ce que la version que tu imaginais de la réussite, ça allait être plus rapide que ce que tu vis ou ce que tu as vécu? Alors, tout le monde disait faut 10 ans et tout. Et, je crois que c'est vrai. Hein. C'est vrai? Pourquoi d'après toi? Je sais pas, je crois que c'est beaucoup. Comme je t'ai dit au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'étais en mode de première année, moi, à Florent. J'arrive, je fais des castings. Personne n'en fait à Florent. Personne ne fait des castings. Pourquoi? Parce que, je sais pas, ils se disent. Pas besoin. Pas besoin, je suis au cours Florent. Après, c'est peut-être eux qui ont raison. J'ai des potes qui ont fait plutôt le cursus très scolaire. Moi, j'étais pas très scolaire, donc très scolaire. Ils ont fait les 3 ans de Florent. Après, ils ont fait des écoles de théâtre privées. Enfin, ils ont fait des écoles via concours. Et aujourd'hui, ils ont accès à des rôles que moi, j'ai pas accès. Et pourtant, moi, je suis connu directeur de casting. Ça fait 5-6 ans que je suis à fond. Mais eux, ils ont pris le temps d'apprendre, de bosser. Et maintenant, ils font des castings où ils tournent dans des trucs. Voilà, parce qu'ils ont fait le Conservatoire National et parce qu'ils ont fait Asnières. Cocher des cases. Voilà, mais surtout, ils sont très talentueux. Et ils ont bossé de ouf. Mais j'ai un pote à moi l'autre fois, je lui dis putain, il me dit j'ai passé mon premier casting. Là. Et ça fait 9 ans que je le connais. Je dis mais quoi? En 9 ans, un casting? Ouais, mais il a passé un casting d'un premier rôle au cinéma. Ok. Moi, j'ai jamais passé un casting de premier rôle au cinéma. Ok. Enfin, j'ai dit ouais, mais très vite fait. Mais lui, il a passé vraiment un vrai casting déjà. Donc c'est deux. Et moi, j'avais besoin d'être sur le terrain, j'avais besoin d'essayer, j'avais besoin de me tromper, j'avais besoin de, comme au basket, quoi. J'ai besoin de tirer, de louper, de reprendre, de tirer, louper tout le temps. Et puis au bout d'un moment, tu marques, quoi. Je sais pas, moi j'ai ça dans ma tête et du coup je me suis dit on y va. Donc dès la première année, j'allais au casting, j'allais aux avant-premières, je squattais des trucs, je faisais tout pour. Alors que j'étais pas un bon comédien et que j'avais aucune expérience, mais j'y allais et puis on y va. J'ai une question, mais qui n'est pas de moi, pour toi. Je vais avoir besoin de mon téléphone. Coucou Ed, c'est Léa. Et oui, tu es surpris de me voir ici, moi aussi, figure-toi. Sache que tu ne peux rien me cacher, je sais où tu es, avec qui et quand. Je suis là, telle une petite fée du développement personnel, pour te donner un petit conseil. Si parfois, dans ta carrière d'acteur, t'es un peu frustré, t'as le sentiment que ça va pas assez vite, et si t'as l'impression que ça n'avance pas tout court, d'ailleurs, eh ben pense à l'OM, qui malgré ses déboires en Ligue 1, touche enfin du doigt peut-être une finale en Coupe d'Europe. Donc, lâche pas l'affaire, mon grand. On y croit, même quand c'est inespéré. Allez, la bise. Oh, Maléa. On fait des surprises. On fait quelques surprises. J'adore. Qui c'est? C'est Léa Bono. J'adore cette fille, elle me fait beaucoup rire. Bah moi, on a discuté un petit peu avant de faire ce message. Elle, effectivement, elle est très très drôle. En fait, mais elle, je la vois sur Insta un jour. Et je sais pas, en fait, elle est mannequin et en fait, elle est pas. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme moi. C'est vrai que dans le milieu du mannequinat, on a l'impression que c'est très cadré. Et elle se filme le matin, elle a une tête comme ça. Elle critique un peu le monde du mannequinat et ses petits trucs à côté. Et en fait, je me dis, mais c'est trop marrant, on a un peu la même. Parce que quand tu vois ces photos, tu dis, ouais, c'est une petite parisienne. Et en fait, non, elle vient du fin fond d'une région. Et en fait, on a commencé à discuter, on a grave rigolé. Après, on a commencé à faire des vidéos tous les deux qui ont vraiment bien fonctionné et tout. Et on est sur la même vibes et on a un peu les mêmes envies, les mêmes rêves et tout. Et du coup, on discute beaucoup de ça.
Et ça fait plaisir de l'entendre. J'adore cette fille. Elle parle de l'OM. Est-ce qu'elle m'a balancé une info? On a beaucoup parlé de basket, mais il y a un truc dans ta famille qui est de... Elle m'a dit, tiens, je trouve ça très bizarre et j'étais assez d'accord avec elle. Quand on est potentiellement du nord de la France, on peut pas être pour Marseille. Encore plus quand on habite à Paris, est-ce qu'on peut être pour Marseille? Ah si. Pourquoi Marseille? Pourquoi? C'est mon père. Mon père, je sais pas, mais je crois que Marseille, il y a des supporters partout, quoi. Ouais. Et puis tu sais, en Normandie, moi je venais Rouen, c'était pas un gros club, c'était genre en 4ème division. Le Havre, il galérait tout le temps. Caen, c'est un peu loin, c'est un peu la ville ennemie. Donc en fait, on n'avait pas trop de clubs à qui s'attacher. Et bah, l'OM. Hein. C'est mon père, je pense qu'il était jeune quand il avait 30 piges en 93. Mm-hmm. Et je pense qu'il a vibré avec cette équipe et il m'a inculqué ça, quoi. Et le foot aujourd'hui, parce que tu as dit que tu fais du basket, mais tu aurais pu devenir footballeur, ça se trouve ou pas? Franchement, demain, tu me demandes quelle carrière je rêve de faire entre star de cinéma et footballeur, je fais footballeur. C'est vrai? Bah, évidemment. Tu kiffes le foot Mais moi, je suis un fan de foot. Ok. Moi, je regarde jamais de basket, par exemple. Ok. J'y connais rien en basket. Tu vois, les joueurs, je connais rien. Mais je connais tout en foot. Et par rapport au fait que, si on revient sur le fait que ce soit peut-être un peu galère le parcours, parce que là, on a de la chance. En tout cas, moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance de te voir maintenant, parce que je te souhaite, et en tout cas, je pense que ce qui va se passer, c'est que je pense que tu vas exploser dans les. Bon, ça se trouve, on est à la 9e année de ton hop, l'année prochaine, c'est 10. Je suis arrivé il y a 9 ans à Paris. Ah bah, tu vois, genre, donc, on y est, ça se trouve. Je pense on a beaucoup de chance de t'avoir dans le podcast. Je pense que ça va. En tout cas, moi, j'y crois au moment où j'en parle. Et le nombre de temps où on a mis à réussir à se synchroniser est en train de me donner raison. En tout cas, j'ai l'impression. Cette galère d'avoir, même sans vraiment savoir où tu veux aller, de continuer d'avancer, de continuer de croire qu'il y a moyen d'expérimenter ou de vivre quelque chose. Tu penses que tu vis ça pour quoi? Pour quelles raisons tu passes par toutes ces épreuves? Ça a un peu évolué avec l'âge. Parce qu'en plus, les objectifs changent. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, j'arrive avec des rêves de fou. Je me dis, moi, je vais faire du cinoche et ça va être fou. Tu penses que tu as tout éclaté ou même pas? Je sais pas trop. Je me dis, mais je me dis pas que je suis en truc d'apprentissage. Je me dis, je vais le faire et je vais être connu et tout. Après, très vite, ça premier casting, moi, j'arrive quand je rentre en Normandie, mais j'ai un melon comme ça, alors que j'ai jamais rien fait. Moi, je suis au cours Florent, je suis une rosta. Alors que je suis un abruti en fait. Et le problème, c'est que j'arrive à mon premier casting genre au mois d'octobre, alors que je suis là depuis septembre, et j'arrive dans la salle d'attente, il y a 15 mecs avec la même tête que moi. Et je dis ah oui. En fait, ça va être un peu plus compliqué que ça en fait. C'était une pub pour Orange, c'était un petit truc, mais je me dis mais en fait ah ouais, ça va être plus compliqué que prévu. Moi, je croyais que j'allais arriver, cours Florent, c'est parti, let's go. Et non, à partir de. Et après, mes objectifs ont changé. Après, il y avait quand même un objectif d'en vivre au début. Tu te dis, bon, faut être intermittent. Donc là, moi, j'ai fait des trucs. J'ai fait des anniversaires enfants. Pour ça, mon melon, il a vite. Ça a duré un mois. Hein. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, tu fais ça. Puis en fait, pour bouffer, tu te déguises en pirate. Et tu vas aux zone 5 du RER pour faire un anniversaire enfant pour 100 balles. Bon, en fait, quand après le lendemain, tu vas sur scène, t'es content de jouer. Hein. Tu dis, ok, bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, les objectifs, ils ont peut-être changé maintenant. Vraiment, faire kiffer le plus de gens avec mon spectacle, faire rigoler les gens, c'est très bien. Si j'ai la chance de faire du ciné, évidemment, c'est trop cool. Parce que là, elle dit, Léa, dans le truc, elle parle d'acting. Là, aujourd'hui, c'est l'humour, l'endroit où on te découvre le plus. Avant qu'on continue sur l'acting, peut-être sur la vision, où est-ce que tu vas aller, mais entre guillemets, l'humour est hyper présent. L'humour revient constamment. Toujours. Là, l'humour est hyper présent parce que tu fais des spectacles et t'es hyper, occupé aujourd'hui. T'avais une actu hier, là, t'as des actus qui arrivent partout, là, sur Paris. T'es quand même très, très demandé. En tout cas, t'es occupé. Léa, je sais pourquoi c'est parce qu'elle est choquée, parce qu'en fait, je m'arrête jamais. Je suis insupportable. Je lui envoie des vocaux tout le temps. J'ai une idée. Et des fois, elle me dit, mais tu dors des fois ou pas? Et tu dors des fois? Ouais, mais quand je dors, je pense à des trucs. Genre, en fait, le mec qui bosse avec moi, Henri, qui me filme pour mes vidéos, il a des vocaux et des messages de moi toute la journée. Et des fois, il est en mode, attends, frérot, là, il vient d'avoir une fille, il me dit, là, frérot, je peux pas, je te jure, je peux pas. Mais je dis, ah ouais, excuse-moi, mais parce que moi, je joue tous les soirs. J'ai joué mon spectacle des fois 4 fois par semaine quand je suis en tournée, et tous les autres soirs, je suis en comedy club à Paris tous les soirs. J'écris tous les jours. En fait, je pense à ça constamment. Ouais, tu cherches à devenir meilleur, c'est obsessionnel, quoi.
Bah, en fait, ce métier, il est tellement dur, il est tellement. On comprend pourquoi. Je comprends pourquoi au début, je me dis, oh, quand les gens ils ont des Césars, ils chialent. Oh. Mais en fait, je comprends. La route, elle est tellement longue. C'est tellement dur. Tu passes par tellement de choses qu'en fait, c'est juste un petit truc, c'est une récompense. Je comprends pourquoi les gens ils craquent. Parce que c'est des chemins. Alors, chacun a son chemin, je pense, dans ce métier. Il y en a, il y en a qui ont des Césars parce qu'ils font un casting dans leur vie. Le premier, c'est parti, ils ont un César. Incroyable. Talent magnifique, fort. Il y en a, Rod Parado, qui a eu un meilleur espoir il y a quelques années. Là, il était dans un lycée, assez peu, il a dit oh, j'ai un casting. Il l'a fait et il a eu un César. Folie. Elle est belle. Folie. Mais non, je pense que le chemin, il est tellement dur et moi, je sais pas, je suis tellement focus sur ça. Alors, ça en découle un peu sur ma vie privée, je pense, parce que je suis un peu trop focus dans le taf. Mais c'est pour ça que Léa me dit ça, elle me dit lâche rien, mais c'est que je lâcherai jamais rien. Là, l'humour, à quel moment, là, dans ton parcours, tu dis ça y est, c'est cette carte que je vais utiliser le plus et dans laquelle ce que tu disais que tu as l'impro théâtrale un peu, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Hein, ouais, bien sûr. Bah, j'ai eu un spectacle d'impro quand je suis sorti de Florent. Qui t'a le déclic, mais là aujourd'hui c'est plus un déclic, là c'est ton day job quoi. Genre tu fais ça tous les jours, constamment. Tu penses que ça va te mener où? Et alors première question, pourquoi tu fais ça tous les jours et tu penses que ça va te mener où? Parce que on revient comme au début. Moi j'ai un mindset de sportif et en fait les comedy clubs, les spectacles, c'est de l'entraînement. Que du training. Tout le monde peut devenir drôle, tu penses? Ouais. Un petit ouais. Pourquoi un petit ouais? Bah, si on lâche pas, ouais. Si tu me dis quelqu'un, il a essayé 1 an, bon, il a pas réussi. Bah, peut-être que cette personne-là, lui fallait 4 ans pour trouver son truc. Mais ouais, je pense que si. Mais comme tout, je pense, si tu trouves ton truc et que tu t'entraînes, c'est après, voilà, l'humour, c'est dur parce que tu joues devant des gens et des fois, bah, ça marche pas, quoi. Et des fois, c'est dur. Mais en fait, non, je crois qu'il faut s'entraîner. Moi, souvent, les gens ils disent c'est une salle de boxe, les comédie clubs et tout. Et moi, c'est ça. J'ai été à Avignon, moi, en 2021, avec un spectacle. Fallait que je joue 1 heure, j'avais 20 minutes, quoi. Et de pas forcément drôle. Mais je suis en mode, vas-y, let's go, on y va. Les gens disent, mais. Alors, ça, comme on parlait de peut-être d'erreur, ça, c'est peut-être une erreur. Parce qu'il y a des gens qui venaient me voir en mode, oh, il est pas marrant, lui. Ou alors, bon, c'était pas ouf. Mais c'est normal, parce que moi, en fait, je suis en train de m'entraîner. Mais ça prend peut-être plus de temps que les gens qui bossent en secret, comme on parlait des gens qui bossent dans les écoles, machin. Mais moi, j'avais besoin de faire mon spectacle, j'avais besoin de ressentir ce que ça faisait de jouer 1 heure, j'avais besoin de me mettre en galère. En fait, moi, il faut toujours que je me mette en galère pour step up et pour me motiver. Donc, tu sais d'où ça vient, ça? Le fait de... Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les petits poussés en Coupe de France, j'ai toujours aimé les matchs de basket où tu commences avec, où t'es l'équipe la plus faible et tu rattrapes, j'ai toujours aimé ça, moi, j'ai toujours aimé le challenge, le challenger quoi. plus que le... Ouais, il faut que du challenge. Là, tu me dis ça, c'est pas possible, on va essayer, on va taffer. Là, aujourd'hui, quand tu regardes un peu ton parcours avec un peu de retenue, on va dire, juste aujourd'hui, c'est quoi l'impression sur ton parcours? Que ça suit son cours, que je sens que je suis meilleur de jour en jour, mais que j'ai encore plein de choses à apprendre, que dans l'écriture, des fois, c'est cool, et je me dis, ok, bon, là, en fait, puis après, je regarde un mec qui fait ça depuis 15 ans, je me dis, ah ouais, putain, c'est fort. Tu vois, j'ai regardé le spectacle de Florence Foresti il y a pas longtemps. J'ai pas encore vu. Ouais. Ah ouais, putain, ah ouais. Et moi, ça me motive. Je dis, ok, ouais, faut que j'écrive là. Faut que j'écrive des trucs. Faut que. Je sais pas, moi, ça me stimule de voir des gens trop forts. Bah, alors, elle, en plus, pour le coup, elle est trop forte et elle dure dans le temps. Parce qu'en fait, il y a trop fort et il y a disparaître aussi après avoir été trop fort. Il y en a plein qui sont très bons. Ouais, puis elle fait pas un spectacle has-been, quoi. Elle fait un spectacle dans l'air du temps et drôle et tu fais, ah ouais. Parce qu'il y a des humoristes, malheureusement, tu sais, des fois, ils arrivent à un certain âge et bon, bah, tu dis, ok, ils sont has-been. Putain, ils sont pas renouvelés, que ce soit dans la musique ou dans tout, mais ils se renouvellent pas. Et tu fais, ah merde. Et elle, j'ai fait, ah ouais, c'est fort. Là, aujourd'hui, dans ce qui se passe dans l'air du temps, c'est spectacle plus impro. C'est un peu ce que tu... En fait, je poste que des impros sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que comme ça, quand les gens viennent à mon spectacle, il n'y a aucun spoil. Ok. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas le texte, ils connaissent rien, ils savent pas ce que je vais raconter. Ils se disent juste, ah, je l'ai vu en impro, ça a l'air marrant. Alors évidemment, il y a des impros dans mon spectacle. Toujours des choses qui vont être improvisées. Je pose quelques questions et je pars un peu des fois dans mes délires. Mais il y a une base de texte, quoi. Il y a toujours il y a 1 heure de texte écrite, ça c'est sûr. Est-ce que c'est possible d'être drôle sans aborder des sujets importants? Bien sûr. Moi, tu sors de mon spectacle, t'as rien appris. Hein.
T'es pas. Tu viens de cultiver chez moi, c'est pas. Quand je dis important, ça veut pas forcément des sujets qui nécessitent de repartir avec de la connaissance. Le fait de ne pas aborder des sujets qui peuvent être soit hyper perso, et je pense que tu vas voir où je vois où je veux en venir, mais hyper perso, ou qu'il n'y ait pas de balancement entre quelque chose de compliqué, quelque chose de drôle. Est-ce que. Non, je pense que tu peux tout. Il n'y a pas une recette au fait d'être drôle. Enfin, il n'y a pas de recette. Enfin, faut juste. Je pense qu'il y a une sincérité à avoir sur scène. C'est-à-dire que si tu veux parler d'un truc, t'en parles avec sincérité. Si t'as envie de faire un truc, même débile, fais-le avec sincérité parce que les gens, ils le ressentent. J'ai toujours l'impression, des fois, quand t'es public, les gens, ils ressentent quand c'est pas sincère ou quand c'est un peu fake. J'ai l'impression que quand t'es dans le public, tu vois. Tu dis, ok, non, c'est fake. Non, c'est sincère. Et ça marche pas. C'est ça la magie de la scène, c'est que. Comme un comédien qui joue mal, quoi. Tu dis, bon, il est pas sincère, ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Et c'est pareil quand on fait des blagues, quoi. Il y a un côté. Donc je pense que peu importe le sujet, peu importe de quoi on parle, il faut être dans la sincérité et le faire à fond, quoi. Il y a un sujet que tu abordes. Tu parles de ta maman dans le spectacle. Ouais, je parle du cancer de ma mère quand j'avais 13 ans. Ok. Pourquoi t'en parles? Parce que déjà, c'est un moment de ma famille qui est pas facile. Je me dis, non, on faisait que des blagues. Et il y a ce moment-là où tout s'écroule un peu. Tu dis, attends, c'est pas normal. Ouais. Ma mère, elle avait même pas 40 ans. Tu dis, c'est pas possible, en fait. En plus, c'est la vie parfaite. C'est trop cool. Et t'as ça, tu dis, waouh. Et en fait, j'en parle parce que déjà, moi, ça m'a forgé aussi. Alors, elle va très bien aujourd'hui, ma mère, tu vois, mais ça a été un moment un peu bizarre, un peu difficile, où on se dit, attends, en fait, mais c'est une maladie. Puis tu te renseignes un peu. Moi, j'ai 13 ans, tu regardes, tu te dis, ah ouais, en fait, les gens meurent. En fait, tu fais, ah, mais attends, ma mère va pas mourir, là. Et tu sais pas trop. Et puis en même temps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un cancer dans chaque famille. Et tu vois, je me suis dit, putain, c'est un sujet que moi j'ai vécu. Et j'ai envie d'en parler parce que comment nous on a combattu ça avec des blagues. C'est bête, hein, mais on a combattu ça Alors c'était pas facile, hein, il y a eu des moments pas faciles, mais il y a des moments où nous on a fait comme si la vie elle avait pas changé. Voilà, on était là, on faisait des blagues. Ma mère était pas bien, bah, on était là pour elle et puis on rigolait et puis on a combattu ça comme ça dans ma famille. Et si ça peut aider à des gens qui voient mon spectacle et qui sont dans cette maladie ou qui connaissent des proches comme ça et qui se disent ah, ok, bah, en fait peut-être le truc c'est de faire des blagues. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc cool, de faire des blagues. Et nous, c'est comme ça qu'on a combattu le truc. Et en même temps, moi, ça m'a aussi forgé. Quand t'as 13 piges et que t'as ça, tu te dis putain, ok, bah, j'ai envie aussi de rendre fiers mes parents derrière. On a vécu un moment pas facile, bah vas-y, je vais me battre pour faire ce taf et les rendre fiers et que ça se passe bien, quoi. Toi, tu l'as vécu comment? Parce qu'à 13 ans, c'est quand même relativement jeune, mais à ce moment-là, tu penses. Je crois que j'avais pas trop compris, je crois. J'ai un peu. En fait, on a beaucoup de pudeur dans ma famille. On se dit pas trop les choses. Ah, généralement, l'humour, c'est exactement ça. On fait des blagues. On se dit pas trop. On se dit pas des je t'aime, machin. On se fait pas des câlins de l'espace. Quand on va pas bien, on le dit pas, nous, dans ma famille. Ouais. Parce qu'on veut pas inquiéter les autres. Donc ça va. Ça va. Alors qu'après, tu te dis, elle était en dépression. Ah, on savait pas. C'est vraiment. Ouais. On se protège mutuellement. Et comment je l'ai vécu, je sais pas. Moi, j'étais assez. Mon frère a 5 ans de moins, donc il était un peu jeune. Moi, j'avais 13 ans. Après, c'est pas facile quand moi, j'avais vu mon père craquer une fois. Je me rappellerai toute ma vie. Tu vois ton père craquer, pleurer. Tu fais ah putain, merde. Ouais, c'est. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et tu fais ah putain, en fait, c'est dur, en fait, même pour lui. Et du coup, en fait, moi, ça m'a donné un peu de maturité. Je me suis dit putain, il y a mon père qui craque. En fait, faut que je sois là aussi, quoi. Il faut pas que je sois relou parce que faut pas que je ramène des notes éclatées, faut pas que je fasse n'importe quoi et du coup tu essayes d'être là pour que tout se passe bien, quoi, et que les petits problèmes que toi tu faisais avant qui sont débiles mais de je sais pas rentrer à l'heure, enfin j'essaie t'essayes d'être un meilleur petit garçon, quoi, t'essayes juste d'être un peu plus cool pour pas qu'il y ait d'autres problèmes qui s'ajoutent à ce gros problème, quoi. Et le fait d'en parler dans le spectacle, c'est un peu, si je fais une interprétation, une sorte un peu ta thérapie. Parce que je pense que si tu t'en parlais pas, c'est peut-être un des seuls endroits où t'en parles aussi. Ouais, c'est un des seuls endroits où j'en parle. Et c'est marrant parce qu'au début, c'était compliqué pour moi quand j'ai commencé d'écrire des blagues sur ça. J'étais en mode... Faut pas que ma mère écoute ce spectacle ou Non, c'est juste que j'avais pas envie d'être maladroit. Tu vois, j'ai pas envie que ma mère. J'avais pas envie de faire des blagues sur le cancer, sur la perte de cheveux, trucs qu'on a déjà entendu, des trucs où je me dis c'est pas rigolo de rigoler. En fait, je rigole pas du cancer. Je rigole pas du cancer. Je me fous pas des gens qui sont malades. Je fais des blagues sur le fait que comment nous on l'a vécu avec des blagues, et je fais les blagues qu'on a fait devant ma mère. Je fais les blagues que mon père il faisait, qui prenait la perruque de ma mère, qu'on faisait. Enfin, tu vois, ce truc où nous on a dédramatisé le truc.
Et des gens, d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages à la sortie des salles où des gens m'ont dit merci d'en parler, c'est cool, je sors d'un cancer, ma mère a eu un cancer. Et du coup, moi, ça me touche parce que je me dis, ok, si 10 minutes de blague sur ce sujet, ça a permis aux gens de... Ah putain, cool, nous aussi on l'a vécu et ça fait plaisir qu'il en parle. Et il s'est pas moqué, quoi. Il a pas dit enfin, j'ai pas de blague en tête, mais des trucs bêtes qu'on a déjà entendus qui font un peu mal, des blagues un peu d'humour noir qui peuvent faire un peu mal. Moi, c'est plutôt détente et on rigole tous ensemble de ce truc-là et comment moi je l'ai vécu. Et voilà, après, moi, je sais pas si c'est une thérapie, c'est juste que ça a été, vu que dans mon spectacle, je raconte un peu toute ma vie, c'est un des moments forts de ma vie, donc j'étais obligé d'en parler. Il y a un sujet dont on est obligé de parler. Et là, bien évidemment, t'as le droit de prendre toutes les nuances qui doivent être mises à ce moment-là. L'humour, aujourd'hui, alors, c'est excessivement compliqué. Il y a plein de nouvelles règles qu'on ne peut plus faire. Il y a plein de trucs qu'on peut faire, d'autres qu'on peut pas faire. En fait, des choses qu'on peut faire en privé, et des choses qu'on peut faire on peut plus faire en public pour le coup. Il y a plein de choses Est-ce que tu trouves que l'humour comment le périmètre de l'humour se réduit? Ça, je pense pas. À chaque fois, je me pose la question. Non, il y a juste des blagues qui étaient drôles il y a 20 ans qui le sont plus maintenant. Ouais. Ça, c'est une réalité. Les gens qui disent on peut plus rire de tout. Non, c'est faux. On peut rire de tout. Vraiment, on peut rire de tout. Moi, je dis des trucs en impro des fois. Voilà, mais les gens, ils comprennent que c'est des blagues. Des fois, je dis des choses. Et au début, il y a quelques années, je me disais, attends, je vais pas poster ça, c'est chaud. Et maintenant, en fait, je dis, mais en fait, c'est bon. Les gens, ils savent que je rigole, en fait. Hormis quelques messages des fois, mais encore même pas. Je crois que je reçois même pas de messages. Hormis t'es pas drôle, j'ai pas de haters. Sur Facebook, j'ai des petits haters, mais ils me font rire. Ils ont 80 ans, ils sont un peu. Mais non, je crois pas que ça se réduit. Je pense que c'est les plus âgés qui disent ça. Oh, on peut faire des blagues sur les femmes, sur les accents, sur les. Il y a plein. Mais en fait, sur les accents. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire des blagues sur les accents, je suis juste que non, mais en fait, c'est sûr que les accents, en fait, c'est-à-dire que évidemment, il y a la première génération d'immigrés, parce qu'on parle de l'accent africain. Il n'y a pas d'accent africain d'ailleurs, donc quand je dis ça, c'est une erreur. C'est nous qui avons fait un accent africain qui n'existe pas en fait, parce que dans chaque pays d'Afrique, il y a différents accents. Et en fait, nous, on a fait un accent africain parce que les premières générations d'immigrés, ils avaient un accent parce qu'ils venaient du bled et il y a aucun problème et on en rigolait machin. Sauf que maintenant, les enfants et petits-enfants d'immigrés, ils n'ont plus d'accent. Donc en fait, quand il y a un Renoir qui arrive dans une salle et qu'on lui fait l'accent, évidemment que tu dis, mais mec, je parle pas comme ça, moi. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Mon père, il est français, moi je suis français, mon grand-père, il est français, qu'est-ce que tu racontes? Et donc c'est juste quand tu fais ça, c'est pas drôle en fait. Tu dis, ouais, c'est plus du tout en contexte. C'est juste un truc d'époque, quoi. Mais après, franchement, si t'arrives à faire une blague où moi, j'essaye d'écrire un peu sur l'accent, où je fais un accent. Enfin, j'ai rien écrit, mais où je me dis peut-être pour dénoncer ça, quoi, pour dire ok, c'est pas drôle si je fais ça, ok, c'est pas drôle aujourd'hui, mais évidemment, mais les mecs, il y a 50 ans, on prend Michel Leb, qui est l'exemple qui est toujours repris de Michel Leb, qui fait. Mais le problème, c'est qu'il fait pas, quand il fait l'africain, déjà, ça englobe tout un truc. C'est comme si demain on voit un sketch sur l'européen. En Europe, il y a plein de langues, il y a plein de trucs. L'Afrique, c'est gigantesque. Donc en fait, il mime un truc, en plus, il fait un peu des trucs bizarres avec son nez, il fait des trucs un peu. Enfin, l'Africain passe pour un gogol dans son sketch. Donc évidemment que moi je trouve ça, quand je vois ça, je dis ouais, c'est pas drôle en fait. Autre époque quoi. Moi mes potes renois, ils sont pas comme ça, ils font pas ça quoi. Et donc moi quand je vois ça, juste je me dis bon, c'est pas drôle. Alors peut-être qu'à une époque les gens ils disent ah non, c'est super drôle, on pouvait rire de ça. Bon. Toi là-dessus tu te dis pas genre le périmètre est restreint. Non, en fait, je me dis si c'est bien écrit, si les gens voient que c'est bienveillant, que je suis pas en mode je me moque pas des gens de couleur, ou je me moque pas, tu vois, là tu me parlais des femmes. Stigmatisation. Ou... Pareil, même sur les religions, tu vois, là je le dis souvent, je pense que si on veut rigoler des religions, il n'y a aucun problème, il faut juste connaître son sujet. Si moi je parle de l'islam et que je commence à faire des trucs bizarres. Non, mais des a priori que j'ai en mode alors, des trucs, parce que j'y connais rien, j'ai pas lu le Coran. J'y connais rien. En fait, je pense que si demain je lis le Coran et que j'ai des vraies blagues, Ferrari, il a un spectacle entier sur ça, mais en fait, on peut pas l'attaquer parce que. Et il connaît le sujet, quoi. Il connaît le sujet. Donc en fait, tu peux rien lui dire. Alors tu peux trouver ça pas drôle, évident, mais tu peux aussi dire, bah en fait, il a raison. Il n'y a rien de choquant. Là, si on peut même extrapoler sur Charlie Hebdo, moi, aucun problème, Charlie Hebdo. Les gens, des fois, alors il y a des unes qui me font pas rire.
Et il y a des unes qui me font rire. Mais il y a des unes que moi, me font pas rire, mais que d'autres gens, ça va les faire rire. Ouais. Donc en fait, moi, à chaque fois, ce débat, il me ah voilà, je suis plus Charlie. Mais si, en fait, c'est des blagues. Ouais. C'est des blagues, c'est des dessins. C'est rien. Et il y a des unes, vraiment, des fois, je dis ah ouais, non, ça c'est chaud. Je le dis, des fois, je dis ah ouais, non, ça me fait pas rire. Ah, c'est un peu dur. Mais next. Ouais. Je passe à autre chose. Et je pense que cette une, ça a fait rire des gens. Bon, l'issue est malheureuse, mais compliquée. Mais non, mais là, le débat, il est encore aujourd'hui. Je vois sur Twitter, des fois, ça m'énerve. Je vois des mecs, ah ouais, c'est bon, je suis plus Charlie. Vous avez vu cette une Ouais, ok, ça me fait pas rire, mais celle de la semaine d'après me fait rire. Et puis bon, bah voilà. En fait, ça dépend aussi notre. Comment on dit ça dépend notre vécu aussi, tu vois. Moi, si je te dis, s'il y a des blagues sur le cancer, peut-être ça va pas me faire gaulerie. Mais je dis, bon, ouais, ça doit faire gaulerie des gens. Oui, un peu de détachement ou. C'est tranquille. C'est bon, il faut des blagues pour tout le monde. Il y a des humoristes qui font mourir de rire des gens qui, moi, me touchent pas beaucoup. Mais est-ce que je vais dire, ah, c'est pourri? Non, il fait rire des gens. C'est lui qui a raison. Moi, ça me touche pas. Bon, bah tant pis, quoi. Et exister dans le milieu de l'humour aujourd'hui, où t'es en. C'est un peu comme dans la musique. T'es en concurrence avec tout le monde, tout le temps. Ouais. Est-ce que. Parce que là, alors, tu crées et tu fais tes propres vidéos. T'as beaucoup monté, t'as beaucoup fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire de l'humour sans exister sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression que c'est compliqué, quoi. Parce que le but, c'est de vendre des billets de spectacle. Et je crois que la télé, ça ne vend plus trop de billets de spectacle. Ça dépend des émissions, tu vois. Je pense que quand tu fais quotidien, tu vends des billets. Mais par contre, quand tu fais certaines émissions, tu vends plus de billets, quoi. Aujourd'hui, c'est Internet, ça va vite. Les gens, ils voient ta vidéo, ils regardent ton profil. Ah, tiens, ils s'envoient sur WhatsApp, fini. La place, elle est prise en 8 secondes. Ouais. Donc voilà, après c'est aussi pour montrer mon travail et que je fais ça, quoi. Je montre ce que je sais faire et puis c'est bête, mais sur Instagram t'as les réalisateurs, t'as les directeurs de casting, t'as du public, t'as plein de gens en fait qui voient ce que tu fais et ça te permet d'avoir une reconnaissance et d'être connu, quoi, et de vendre des billets de spectacle. C'est quand même ça là. Et pour l'autre question qui était un peu de la concurrence, je crois pas. Enfin. Nous, je sais plus, c'est Baptiste Le Caplin qui disait ça, on est vraiment une soirée dans la vie des gens, quoi. On est 1h30 dans une année d'une personne. Donc t'imagines bien que le reste de l'année, il a le temps d'aller voir d'autres spectacles, quoi. Donc il n'y a pas de concurrence. Oui, alors peut-être sur un soir, les gens disent, bon, on va voir lui ou lui, bon, on va voir lui. Mais en vrai de vrai, les gens, ils peuvent sortir 2 fois dans l'année, tu vois. Ils peuvent dire, ah bah j'ai été voir lui et lui. Donc la concurrence... Ouais, surtout dans la concurrence, je suis totalement d'accord avec toi, mais dans le fait d'exister de manière médiatique au sens large du terme. Aujourd'hui, là, moi, quand je me connecte, vu que je suis tous les humoristes, quand je me connecte à 18h tous les jours, il y a 12 vidéos qui pop. Mais moi, je me dis, c'est parce que je suis tous les humoristes. Quelqu'un qui suit 2 humoristes, il en a une qui pop de temps en temps, et puis il suit, puis il aime bien, quoi. Donc, moi, je pense que les gens, s'ils t'aiment bien, ils te suivent, et puis on verra. Est-ce qu'il faut suivre la tendance ou il faut la créer? Genre, grosse question. Est-ce qu'il faut suivre les tendances pour... Moi, j'essaye de suivre les tendances et de déjà réfléchir à ce qui va se passer après. Genre là, je sais que les vidéos d'impro, c'est super. Oui, ça va pas... Mais je suis en train de réfléchir à, ok, qu'est-ce qu'il faut faire après? Et tu penses à quoi en ce moment? Bah, je vais pas le dire, sinon... ça aurait été drôle. Sinon, je vais donner l'info aux autres. Donc prochainement, il y a des nouveaux formats qui devraient arriver. Ouais, moi, après, je tente toujours plein de formats, moi. Parce que comme je t'ai dit, me planter, je m'en fous. Donc en fait, je tente plein de choses. Des trucs qui marchent pas, des trucs qui marchent, des trucs... Mais on tente, quoi. On fait des trucs, on fait des essais. Et puis, je suis très content d'essayer plein de trucs. Et des trucs qui marchent pas, je suis très content. Donc là aujourd'hui, l'humour est hyper important. C'est un peu un tremplin vers la suite. Si on part sur l'acting, imaginons que tu passes ce step, ça y est... Edouard, famous. Au Cinoche. Au Cinoche. Il a passé le step, ça y est, il est validé. Il fait quoi, Edouard, qui est validé et qui fait de l'acting? Déjà, je pense qu'il respire un peu. Je pense qu'il souffle. Il se dit, waouh, on y est un peu là. Après, je dis ça, mais en fait, je vais être encore plus malade parce que je vais être en mode, ok, il faut que ça continue, peut-être, mais je pense que je souffle un peu et qu'est-ce que je fais comme, je sais pas si c'est en termes de la question, c'est sur les projets, je sais pas, tu vois, moi je suis autant aujourd'hui maintenant, je suis autant comédie populaire que j'adore et en même temps défendre un rôle dans un vrai film d'auteur, ça peut être aussi grave cool, tu vois.
Donc ça dépend, je sais pas trop, ou encore je verrai ce qu'on me propose ou ce qu'on me propose pas d'ailleurs, mais ce que je vais créer aussi, parce qu'au bout d'un moment, si on veut pas de moi, je ferai un film, c'est pas grave. Quand ton film à toi? Bon, au bout d'un moment, voilà, c'est dans mes idées aussi d'écrire des trucs, des séries, des trucs, je réfléchis à des... J'ai des petites idées, après pour l'instant, comme je t'ai dit, je sais pas écrire, mais j'apprendrai sur le tas, quoi. Enfin, je sais pas écrire un scénario, j'en sais rien, je sais pas comment on fait, mais j'arriverai à en faire, je pense. Et c'est quoi l'actu pour toi là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mois, années? Bah, de toute façon, je suis en spectacle tout le temps. Donc, je suis en tournée T'es en spectacle où? à Paris, au République, pour Ok. l'instant, à l'heure où on tourne. Donc, les jours vont sûrement changer, mais pour l'instant, Théâtre Le République. Le Festival d'Avignon cet été, je fais une semaine, du 13 au 21. Ok. Donc, 13 au 21 juillet, je serai au Festival d'Avignon, donc, au Paris, au Théâtre Le Paris. Et à la rentrée, on reprend vraiment la tournée de fou, quoi. On reprend, je vais partout. On commence à faire des salles un peu plus grandes. C'est-à-dire que là, j'ai fait un peu le tour des cafés-théâtres. Combien de places les cafés théâtres? Café-théâtre, ça dépend. Hein. Là, j'étais à Genève ce week-end, j'ai joué 2 fois. C'est un petit théâtre de 50 places. Voilà. Mais moi, ça me permet de travailler, de rôder. Et puis, pour une fois que j'allais jouer en Suisse, donc c'était cool de voir un peu le public suisse, quoi. Et puis après, là, on commence à faire des salles de 400, 500. 2025, on va. 1000, 1200. 1000. En fin d'année, on a du 1002, on a du. Voilà. Donc, va falloir faire des vidéos. Puis ouais, voilà, puis des vidéos tout le temps, hein. Toujours 2-3 vidéos par semaine, d'impro, de sketch, pas mal de choses, quoi. Là, dans l'humour, tu dirais que t'es à quel niveau allez, on se rapproche d'un truc qui commence à s'être aboutir et En quasi. fait, je me pose pas cette question parce qu'une carrière, c'est tellement long. C'est ça combien de fois j'ai vu des mecs, ils étaient au top et puis 2 ans après, Disparaissent. plus rien. Il y a des gens, on les voit pas pendant 10 ans, et puis un jour, du jour au lendemain, tu vois, Redouane Bougueraba qui est le meilleur exemple, il le dit, hein, 10 ans pour être connu du jour au lendemain, quoi. Mm. Il dit, Redouane, ça a mis 10 ans, puis un jour, là, c'est le plus gros, Là, c'est ouais, le plus gros vendeur de billets en France. C'est dingue, il fait des stades, c'est fou. Mais voilà, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de positionnement, je pense que moi je suis bien, je fais mon petit truc, je travaille mes blagues, je travaille mon spectacle, je travaille mes vidéos. Comme je t'ai dit, salle d'entraînement, je progresse. Et je pense qu'on progresse toujours, hein. Je le vois parce que Gad Elmaleh, il vient en Comedy Club tout le temps. Et tu sais, tu te dis, mais est-ce qu'il a besoin de faire ça? Ah, il vient en étant. Je crois qu'il venait en tant que spectateur. Ah non, il vient jouer. Ok, je savais pas. Roman Frécinet, il vient jouer en Comedy Club. Nawel Madani, vient jouer en Comedy Club. Kev Adams, j'ai bossé avec lui. J'ai aidé un petit peu à écrire son spectacle. Il vient jouer en Comedy Club. Il vient travailler en Comedy Club. Parce que l'humour, comme je te dis, ça évolue tellement qu'en fait, bah, ces mecs-là, ils viennent et ils regardent un peu. Ils disent, attends, c'est quoi la nouvelle vibe d'humour? Ah ok, putain, ah ouais, putain, mais ce que je raconte, en fait, c'est nul. Putain, en fait, je voulais parler de ça, mais en fait, c'est has-been. Et en fait, bah, du coup, je pense qu'ils se rendent compte. Et du coup, ils travaillent. Ils sont dans l'entraînement avec nous tout le temps. Donc, des fois, tu joues, puis bah, t'as Gad Elmaleh après toi, quoi. T'as Kev Adams après toi, quoi. Ils font des bides encore ou pas? Ouais, il y a ça. Alors, ils font des bides. Tout est relatif. Ils font pas des 10 minutes de four. Parce qu'ils ont tellement un niveau qu'ils s'en sortent toujours et qu'ils arriveront toujours à s'en sortir et c'est normal. Mais il y a des blagues des fois qui passent pas. Il y a des blagues des fois. Là, 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 là. Et Mais non. normal, mais c'est Ouais. normal parce qu'ils ont écrit une blague le matin. Nous, quand on bossait avec Kev, et c'est là que Kev est très fort, c'est que des fois on écrivait 20 minutes et le soir il jouait 20 nouvelles minutes. Enfin, jouer 20 minutes, c'est énorme de parler pendant 20 minutes comme ça et être drôle pour toutes les 10 secondes. C'est très fort. Et pourtant, on avait écrit ça le matin. Alors qu'évidemment, dans les 20 minutes, il y avait des trucs Oui. super. Et on disait, ah putain, ça, cette blague-là, elle est bien. Et peut-être on peut la tirer vers un autre truc. Puis il y a des fois, il y a des blagues un peu moins bien. Voilà. Et des fois, Gad, c'est ça. Gad, des fois, il joue 10 minutes. Il y a des trucs, bon, ok, moins bien, bien. Et il le dit, il dit, bon, ok, celle-là, bon, Elle est pas celle-là, elle passée. est pas ouf, ok. Mais c'est fort. Parce que tu te dis, l'humilité de se dire, putain, je suis une star de l'humour, tout le monde me connaît, et je monte sur scène. Et en fait, à chaque fois, la scène, c'est fou. C'est que, alors, oui, il y a toujours un truc, quand c'est star, il monte sur scène. Même là, Paul Mirabel, il fait le tour des comedy clubs parce qu'il a une tournée des Zénith. Mais alors, pendant une minute, les gens sont trop contents. Mais après, c'est la blague, quoi. C'est-à-dire que pendant une minute, les gens, ils rigolent. Ouais, dès que tu ouvres la bouche. Et en fait, au bout d'une minute 30, si tes blagues sont pas drôles, bah, tu redeviens un humoriste. Bah, les gens, ils rigolent pas, quoi. C'est la magie de ce métier. T'as beau être je sais pas qui, si t'es pas marrant, quoi. Il y a le côté, le fait de l'humilité, forcément, j'allais Mais, t'y emmener. Nous, on a fait je suis allé voir pour la première fois, je suis allé au Jamel Comedy Club, il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et il y a une nana qui a pris un four pendant
tout le moment de son passage. Tu me diras le nom après. Alors, je me rappelle même plus du nom. Peut-être on l'invitera un jour et elle viendra dans le podcast pour le coup, parce qu'elle a pris un four. Elle a pris, genre, ça a tout tapé à côté. Ouais. Et je pense que quand t'as pas cette humilité, je pense que les gens s'arrêtent. En fait, si ça pas cette humilité-là, en fait, à un moment, tu t'arrêtes, tu te dis, en fait, c'est pas fait pour moi. C'est pas quelque chose qui est. Moi, comme je t'ai dit, quand je suis arrivé au cours Florent, j'avais une melonnasse de l'espace quand je rentrais en Normandie en me disant je suis une rosta, les gars, ou quoi. Et en fait, après, ça s'est vite arrêté, mais quand j'ai commencé le stand-up, meilleur truc pour l'humilité, le stand-up. Parce que tu commences, tu prends des fours, tu te dis ah ouais, en fait, non, je suis pas une star du tout, en fait. Bah, l'humilité, je pense que même dans ton scope à toi, le fait de ne pas être humble t'empêche de comprendre comment des mécanismes ou de s'appréhender, parce que vous avez, je sais pas si tu le vois, mais moi je le vois souvent, la manière dont les humoristes et les acteurs parlent d'eux, c'est hyper intéressant parce qu'ils donnent, ils se font des, tu vois, alors tu dis ah j'avais un melon comme ça, et puis quelqu'un qui n'est pas acteur, ou en tout cas qui va avoir pas cette lucidité sur lui. Et ça va être dur de dire ah bah là à ce moment-là je me la pétais de fou. Ouais, et puis, ouais. ce côté un peu d'observation de trucs. Bah, si t'es pas humble, c'est impossible à avoir. Genre je pense que tu peux. Et surtout que moi je me la pétais pour rien, quoi. J'avais rien fait, quoi. C'était fou. J'avais joué dans rien. J'avais juste mis un pied à Paris au cours Florent avec mes parents m'aider à payer, quoi. Enfin c'était nul. Mais ouais, comme tu dis, je sais pas, je pense qu'il faut avoir aussi du recul. C'est-à-dire que si on peut pas rigoler avec les gens sur des trucs qu'ils ont fait tous les jours, si on, déjà nous, On a du mal. Je te dis, la sincérité, les gens ils le voient. Quand tu es sur scène, si tu commences à faire des trucs et que les gens ils disent, enfin bon mec, tu te la pètes. Donc, tu vois, après il y a des humoristes qui sont, tu vois, pas forcément qui se la pètent un peu, mais qui vont en jouer, quoi. Et je pense que si on n'a pas un regard sur nous-mêmes, parce que moi j'aime bien aussi avoir un regard sur moi, dans le spectacle je me descends beaucoup parce que sur des histoires que j'ai vécues avec des meufs, avec des machins, et ça fait rire les gens parce que les gens ils se reconnaissent et ils se disent putain ouais c'est vrai que si j'avais été dans cette situation ça aurait été dur. Et ça l'a été pour moi, donc c'est des moments où je suis obligé d'être humble. Et je suis trop content que dans le spectacle, les gens le ressentent. Je sais que les gens, souvent, ils me disaient putain, on a l'impression de passer une soirée avec un pote, ou un pote qui nous a raconté son pire date hier, un pote qui était dans une situation. Et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le message il passe bien et que les gens ils voient que je suis vraiment sincère dans ce que je raconte. C'est vraiment un truc que j'ai vécu, quoi. Et donc, je ne vais pas te spoiler, mais je vis des trucs. Mais en fait, sur les vidéos, moi, c'est une des raisons. Quand j'ai vu la première fois les vidéos, je me suis dit alors, au-delà de la barbe, j'ai pas fait la ref pour la barbe. Cette barbe, oui, on est presque potes frères de barbe, presque. Hein, juste que j'ai pas grandi autant que toi. Mais au-delà de l'aspect physique ou intéressant de te voir ta barbe et dire je ne suis pas le seul à avoir ce type de barbe, le côté putain, on dirait que t'es un pote qui nous raconte. Moi, franchement, ça me fait penser quand ma femme fait ses apéros avec ses copines et qui raconte leur déboire un peu à droite à gauche. Tu n'as aucune ressemblance avec les copines de ma femme, sois rassuré. Mais tu sais, il y a ce côté de, putain, t'as l'impression de partager un moment de vie, l'anecdote qui te fait passer une soirée, genre, juste hilarante. Et quand tu repars, des fois, je pose la question à ma femme, je fais, mais elle a raconté quoi aujourd'hui dans ta... Parce que, tu sais, tu veux l'anecdote, tu veux le truc un peu drôle. Et moi, c'est ça, la première fois que j'ai vu tes spectacles, où je me suis dit, il y a ce côté... je partage un moment avec quelqu'un que j'ai l'impression de connaître. Ouais, mais c'est ce que les gens me disent. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce que je veux que les gens se disent en sortant du spectacle. Ils disent putain, on a vu un gars, mais on a l'impression qu'il. T'es notre pote. Ouais, puis qu'il a improvisé pendant 1 heure. Alors que j'ai improvisé des choses, mais j'ai raconté un truc qui s'est arrivé. Ah putain, il m'est arrivé un truc la semaine dernière. Alors même si c'était il y a 2 ans, en fait, on a vraiment l'impression, quoi. Et non, j'ai vu des trucs, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était vrai, c'est vrai, ouais, c'est là-dedans, quoi. C'est dans la sincérité. Il y a ce côté proximité. Bah, dans la vidéo que tu m'as cité tout à l'heure sur l'ami de mon ex qui est dans la salle, en fait, les gens, pourquoi la vidéo elle a marché? Parce qu'en fait, on voit que je suis très gêné. Ah, mais de ouf! Je deviens rouge écarlate. Et surtout, elle m'annonce un truc de ouf, c'est qu'à l'époque, pour resituer, moi, je vis dans mon 25 mètres carrés avec mon ex. Parce que je trouve pas d'appart, parce que je suis intermittent du spectacle et que c'est une galère. Et en fait, chacun retrouve un peu une vie, c'est normal. Et vraiment, des fois, elle me dit bah moi ce soir, je dors chez ma pote Margot. Et bon, en vrai, je savais qu'elle dormait pas forcément chez sa pote Margot. Mais bon, on voulait pas se dire qu'on dormait ailleurs chacun. Et en fait, je monte sur scène et je dis il y en a qui me connaissent. Il y a une meuf, je dis ouais, elle me dit ah ouais. Et je dis tu t'appelles comment? Elle me dit je m'appelle Margot. Je suis la pote de ton ex. Et je dis mais tu savais que je jouais ce soir? Elle dit bah non, c'est un comedy club, machin. Et moi et en fait mon ex c'est marrant parce que ce soir-là elle m'a dit je dors chez Margot. Et moi je lui dis
Et je dis, puis moi, vraiment naïf, je dis, bah oui, bah dors chez toi ce soir. Elle dit, ah bah non. Et là, on voit vraiment, moi, je suis roux et je fais, ah ouais, waouh. Mais en même temps, c'est pour ça que la vidéo, elle a cartonné, parce qu'en vrai, et que, encore une fois, j'ose la poster, parce qu'en fait, c'est un moment de sincérité. Ah, bah, ce que j'allais dire. Ouais. C'est une vidéo sincère et les gens, ils le ressentent. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, ah, c'est fake, machin. Des fois, on me dit ça, c'est marrant. Et à mes vidéos, et j'ai beaucoup de. Sur Facebook, je sais pas pourquoi. Les gens disent, ah, voilà, il a ramené des potes et ils doivent dire des dingueries. Non, dans mes. Alors, il y a que moi que ça arrive, des fois, j'ai l'impression. L'autre fois, j'arrive, il y avait une meuf que j'avais pécho au Club Med. Il y a une autre fois, c'était. Là, j'ai eu quoi Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement enfin, et les gens, ils savent que c'est sincère et c'est bienveillant. Tu vois, j'ai des polyamoureux, j'ai de tout. Et les gens, ils se livrent et ils savent qu'on est entre potes, quoi. On kiffe. Et voilà. Et juste, je pense que la sincérité, c'est le meilleur truc. Et les gens, ils le ressentent dans les vidéos. Et c'est pour ça que ça marche, entre guillemets. C'est pour ça, tu vois. Ouais, je pense que ça continuera de marcher. En tout cas, on te le souhaite. On arrive sur la fin du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre entrevue, de notre discussion? Oula. Et ouais. Question un peu dure au début, question un peu dure à la fin. Ce qui est bien, c'est que tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est un truc que je dis souvent, c'est d'essayer. Vraiment d'essayer. De se tromper. C'est trop bien de se tromper. Et moi, ça a été mon truc tout le temps. J'ai essayé plein de trucs. Je me suis planté 10 000 fois. J'essaye des sketchs tous les soirs. Des fois, c'est waouh. Et puis tu le refais 1 heure après dans un autre comedy club. C'est nul à yesh. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que dans ce moment de nul à yesh, ah putain, mais il y a eu quand même un petit rire sur ce moment-là. Donc ça veut dire que là, il y a un truc à tirer. Et en fait, c'est d'essayer. J'essaye des vidéos, ça marche pas. Moi, pendant le Covid, j'ai fait des vidéos nulles, éclatées, parce que je ne savais pas faire de montage. Je ne savais pas ce que j'ai fait tout. Hein. J'ai mis des perruques, j'ai tout fait. J'ai essayé plein de trucs. Je pense que les gens de Cours-Florent devaient se dire, oula, il a vrillé, lui, il a pété un plomb. Mais j'ai essayé, je me suis trompé, je me suis dit, ok, ça, au bout d'un moment, j'ai dit, ok, ça marche pas, et en plus, ça me plaît pas. Ça, c'est pas mal. Et en fait, bah voilà, j'ai fait plein d'erreurs, et ces erreurs, elles m'ont permis derrière de me dire, ok, en fait, il faut faire comme ça. Ça, faut pas faire. Ça, faut faire ça différemment. Et pour tout, en fait. Pour tout. Même dans les relations, dans tout, dans plein de choses, faut essayer des choses, quitte à se tromper, quitte à souffrir, parce que des fois, c'est pas facile. Mais en même temps, au bout d'un moment, on apprend et on réussit. Moins d'a priori, plus de tests. J'avais un t-shirt quand je jouais au basket. Less talk, more action. C'est que ça. J'ai allez, on parle pas, on game, on joue, on est dans l'action, que dans l'action. On n'attend pas que ça se passe, on y va, on tente. Ça fait vraiment une vidéo de motivation. Motivation, dev perso, citation. Edouard Billionnaire. Less talk, more action. Je vais avoir des mecs qui vont se planter, ça va être horrible. Ils vont me dire à cause de toi, on s'est planté, je suis en dépression. Oh là là, merde. C'est à cause d'Edouard, c'est à cause de toi. On va terminer sur cette phase motivation, dev perso, tout ce qui va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? Franchement, juste d'être en bonne santé, c'est déjà super. Franchement. Que ton vœu soit exaucé, si j'avais ce pouvoir-là. Merci infiniment, Edouard, pour cet échange. Et forcément, je te dis à très, 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 très vite. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci l'équipe. J'espère que cet épisode t'a plu. Si toi aussi, tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à me contacter. Tu vas voir, on va pouvoir faire des trucs de dingue et peut-être que tu auras des choses à raconter aussi passionnantes que l'entrepreneur que tu viens de voir. On se retrouve au prochain épisode. Merci et à très vite.